Salade tomate oignon, l'émission qui découpe l'actu. Présentée par Camille Abderrahmane. Bonsoir tout le monde, bonsoir et bienvenue Camille. sur Salade Tomate Oignon. Salut Guitou, tu vas bien? Bon, on est là. C'est bon Bilal, tout va bien. Merci beaucoup. Bonsoir, donc c'est quoi? C'est la 5e, la 6e? Je sais même c'est plus. la 6e déjà, sixième. putain, toi t'étais là déjà la semaine dernière. Exactement. Et tu connais le timing encore mieux que moi. On va présenter rapidement les intervenants de ce soir. Alors on a Inès Bella qui est de retour. Salut La belle Inès. Inès qui nous fait le plaisir. T'étais à Marseille, hein, c'est ça? C'est ça, je rentre tout juste là. Toi tu vis où? Tu vis à Paris ou tu vis à Marseille? Je vis à Paris, mais bon, c'est vrai que je retourne assez Ça te manque les calanques. de ouf. C'est ça. On a Guitou qui va très rapidement nous faire son petit billet ce soir. Avec ça. Fambi, l'homme qui est toujours à l'heure, bien sûr. Hein, on le connaît. Et nos invités intervenants ce soir, on a Fatima Benomar. Ouais. Que vous connaissez parce qu'elle est venue sur Salade Tomate Oignon. Voilà, elle a juste fait ça. Elle est juste venue sur ça. Non mais en ce moment, on te voit aussi. On te voit beaucoup en ce moment. Par rapport à l'action que tu as menée contre les féminicides. Oui, c'est ça. Tu as fait un truc un peu comme les animalistes. Moi, j'ai vu, tu sais, je suis grave dans l'image. Non, mais c'est vrai, ils sont tous allongés par terre. Et c'était pour. Je te laisse nous en parler rapidement. C'était Fatima. en fait suite au 164e féminicide, c'est-à-dire la 164e femme depuis le début de l'année qui a été tuée par son compagnon. On n'est pas ex. dans un record cette année, c'est pas. Eh bien justement, c'était Enfin, un record. chiffre emblématique parce que l'année dernière, en tout, c'est-à-dire au 31 décembre, on était à 164 féminicides. Et là, dès la mi-octobre, Ouais. on a déjà dépassé. Et il y a eu une espèce d'accélération. Depuis, il y a eu un féminicide par jour, donc on est à 164. Et on était à 161 ce jour-là. Ok, merci beaucoup Fatima. J'espère qu'on en reparlera très bientôt. Suivez-la sur les réseaux, etc. Fatima Benomar, si vous aimez les femmes et la loi, suivez Fatima. Garen Schnorokian. Alors tu sais que je sais écrire ton nom de famille maintenant super bien. Je sais où il y a les H et tout. Il y a- je l'ai tellement écrit sur les trucs, les vidéos promo. Alors maintenant, moi je ne ferai plus d'erreurs sur ton nom de famille, ça c'est sûr et certain. C'est beau. Merci d'être là, collaborateur de l'Incorrect, du magazine L'Incorrect. Collaborateur, Magazine conservateur qu'on a déjà présenté la semaine dernière. Bon, de toute façon, si vous l'avez pas vu la semaine dernière, vous allez très vite comprendre Qu'il est le personnage. c'est ce qu'il aime et ce qu'il aime pas. Et puis on a Paul Sugy. Paul Sugy, bienvenue. Qui est premier de la classe, hein, Paul. C'est le premier. Paul Sugy, ouais, c'est pour ça que j'ai mis la petite veste bleue. Là, on reçoit le Figaro ce soir. On fait attention. Le figue, on dit, le figue. Le Fig, pardon, le Fig. Voilà, Paul Sugy, Figaro, journaliste. Ouais. On t'a vu aussi intervenir sur différents sujets dans les médias. Tu travailles uniquement en journaliste sur le Figaro ou tu fais d'autres choses à côté? Service débat opinion, Figaro Vox. Ok, très bien. Eh ben, on va commencer l'émission. Et puis, quoi de mieux que Guitou pour rentrer, pour mettre les pieds dans le plat. Et c'est Guitou qui va nous présenter un petit JT un peu spécial cette semaine. Vas-y, c'est à toi. Merci Camille, encore une bien belle émission ce soir. Hâte de voir la semaine prochaine votre série consacrée aux musulmans, mais pas trop quand même. Putain, mais la semaine dernière, on recevait Lille Zemmour, Young Le Pen, et là tu m'envoies MC de Lesquin. Mais je vais faire un AVC avec vos conneries, les gars. Bon allez, je vais pas bavarder 3/4 d'heure, vous avez tort, j'ai raison, tout le monde ferme ses fesses et on en reste là, mes petites burnes. Vous êtes partout, la tête de ma mère, mais maintenant, vous vous cachez même plus. C'est simple, hier soir, j'ai allumé ma télé, j'ai vu ça. Mesdames, messieurs, personnes non genrées, belettes et renards, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Et nous ouvrons avec une bien triste nouvelle. La capitale est à nouveau frappée par un attentat islamo-gauchiste. En effet, le bar mitzvah, à l'angle de la rue Saint-Michel-Sardou et de l'impasse Véronique Jeunesse, a été la cible d'un terrible attentat. Un gendarme, moustachu comme on les aime, serait entre la vie et la mort. Selon plusieurs sources concordantes, un individu de type bronzé, même en hiver, serait entré dans le bar masqué ohé ohé et aurait crié Allah Akbar. Plus d'infos à la fin de ce journal avec notre envoyé sur place Pascal Prout. Pascal, peut-être une première indication? Merci Pascal pour ces précisions toujours aussi pertinentes. International maintenant, puisque le ministre de l'Intérieur chilien a demandé de l'aide à son homologue français Christophe Castaner pour réprimer la rébellion islamo je fais que du ski hors piste qui vit dans son pays. Bilan de l'opération, 17 Algériens ont été arrêtés place de la République.
Ah putain, j'ai envie de te décaloter, mon Christophe Castaner, là c'est bon ça. Sport maintenant, la route du Rhum s'est achevée il y a quelques jours de cela et fait place désormais à la célèbre course nautique Un café, un verre d'eau. Course qui se déroule comme chaque année entre Tripoli et Lampedusa. L'équipage syrien, grand favori de la compétition, est en tête puisque c'est celui qui a le plus de voiles à son bord. L'équipage guinéen ferme la marche. On leur souhaite bon courage. Enfin, on leur souhaite bon courage. Oh, humour, ça va, c'est bon. À noter que la première étape de la course qui devait se terminer à Port-au-Prince se finira finalement à Vaux-en-Velin. Religion oblige. On retourne du côté de notre envoyé spécial Pascal Prout. Pascal, une précision en effet, puisqu'il ne s'agirait pas d'un gendarme mort, mais plutôt d'un homme ivre-caisse qui se serait exclamé « Allô au bar !» Je reste sur zone, mais la piste islamo-unijambiste n'est pas à exclure. Merci mon Prout. Éducation, polémique après la proposition de la France insoumise, mais un peu quand même, faut pas déconner non plus, de remplacer dans tous les livres d'histoire le conflit israélo-palestinien par l'octogone entre Bouba et Karisky. Intéresse et passionne, il est vrai, nettement plus de monde. Culture maintenant avec Christian Clavier, 200 kilos de théâtre à l'affiche de Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu Doudou Didon 8. Un thriller passionnant dans lequel il découvre que sa petite fille va se marier avec un joueur de badminton, je vous le donne en mille, amateur. Une fable qui réconciliera les grands comme les plus petits. Une dernière info de Pascal, puisque... Pascal, oui, effectivement, il me semblerait que ce n'est pas un gendarme mort, ni une personne ivre, mais plutôt un quignon de pain abandonné sur le trottoir. La piste islamo, j'ai mal à mon kyste de gauche, n'est pas à exclure, mais en effet, ce bout de pain aurait été retrouvé sous un pavé, et sous les pavés, la plage. Qui dit plage, dit grain de sable, et qui dit grain, dit semoule. Je vous souhaite une agréable soirée sur nos antennes libres de droite. Excellente soirée à vous toutes et à tous, et n'oubliez pas, Internet c'est bien, l'école c'est mieux, pour le reste, eh bien on s'en bat les couilles, bordel. Merci. Merci beaucoup Guitou. Je vous en prie. Ça t'a plu, Garen ? Toujours drôle. C'est vrai. C'est mignon que tu l'adores parce que lui, il peut pas voir ta gueule. La haine est toujours de gauche. Ah, ça commence. Allez, la haine est de gauche. Et la mauvaise foi de droite, hein, c'est bien connu. Bilal, est-ce que tu peux m'envoyer ? On va commencer directement, on va envoyer cette petite vidéo pour rentrer dans le sujet. Envoie-moi le zapping que nos équipes nous ont fait. Vas-y Bilal, s'il te plaît. La vigilance, l'écoute attentive de l'autre, l'éveil raisonnable des consciences. Dans les années 30, les auteurs les plus lucides qui dénonçaient le danger allemand comparaient le nazisme à l'islam. Oui, l'islam, ils disaient l'islam et personne ne leur reprochait de stigmatiser l'islam. Beaucoup trouvaient qu'ils exagéraient un petit peu. Bien sûr, disaient-ils, le nazisme est parfois un peu raide et intolérant, mais de là à le comparer à l'islam. C'est tout simplement savoir repérer à l'école. C'est vrai qu'on voit parfois des petits garçons qui refusent de tenir la main d'une petite fille. Au travail. De bien vouloir demander à l'accompagnatrice qui vient de rentrer dans cette salle de bien vouloir retirer son voile islamique, s'il vous plaît. Dans les lieux de culte, près de chez soi. Et déjà, moi, j'ai du mal le voile sur la voie publique, mais s'il y a voile intégral sur la voie publique, il faut verbaliser, et puis après, c'est à chacun. Il m'est arrivé de prendre le bus, en France, de prendre le bus ou un bateau, où il y avait quelqu'un avec un voile, et je suis descendu. Ah oui. Je refuse, parce que je vais vous dire une chose. Tout ce que j'ai entendu, tout ce que j'ai entendu autour simple de cette voile, table, pas burqa, pas de ça. Non, un voile, oui, mais avec tout l'habillement, l'abaya qui allait avec. Les relâchements. Qu'il ne faut pas laisser passer ça. Une femme voilée est une terroriste en puissance, il ne faut pas laisser passer ça. Vous n'allez pas me dire ça. Que c'est mais il peut y en avoir. Les déviations. C'est pas un signe religieux qu'on veut interdire ou étendre une interdiction d'un signe religieux, c'est un signal politique, comme on interdit un uniforme SS, tout simplement. Ces petits gestes qui signalent un éloignement avec les lois et les valeurs de la République. Si je n'étais pas content dans le mode de vie français, j'aurais tout à fait le droit. Attendez. En gros, en Amazonie pour vivre. Juste Franck Alizio, en gros, vous lui dites si vous voulez porter le voile, allez dans les pays du Maghreb, c'est ça. Une séparation. Mais le hijab, ce n'est pas la France. L'État se doit d'être exemplaire. D'expliquer à une maman qu'on préfère
qu'elle ne mette pas le voile dans une sortie, mais après, elle en a le droit. Pourquoi vous préférez qu'elle ne le mette pas ? Mais parce que le voile en soi n'est pas souhaitable dans notre société, tout simplement. De se réarmer aussi moralement partout. Quand on nous dit on fait pleurer l'enfant devant sa mère, mais moi j'ai envie d'inverser les choses. Cette femme préfère faire pleurer son enfant qu'enlever son voile. De mieux former chacun pour ainsi agir. Je suis favorable à l'interdiction du port du voile dans l'espace public. C'est un changement profond dans l'État, dans le pays, consistant à retrouver la sève des valeurs républicaines. Interdire ce port des signes religieux qui est contraire... Des mamans qui accompagnent... c'est le port de signes religieux. Oui, c'est un foulard. C'est ça. Bon. Parce que dans l'école de la République... Rien à voir avec le terrorisme, quand même. Pardon, Éric Ciotti, ici. L'éveil qui les accompagne, l'exigence qui les anime. Ne pas nous habituer. Mais vous Moi, je déteste la religion. Mais non, mais vous tenez très bien. Mais vous... Jamais. Arrêtez. Merci beaucoup Bilal. Donc on a vu une petite vidéo un petit peu montée, mais pour un petit peu revoir toutes les sorties auxquelles on a pu assister ces derniers temps. Puis je pense que c'est vraiment Zemmour qui a donné le holà à tout ça. C'est lui qui a incité. Le là, ouais. Excusez-moi. C'est Lola qui me manque. Tout le monde a parlé. Tout le monde parle que de Lola. Faut que tu dises à Zemmour de faire gaffe. Bientôt elle va bientôt lui faire de l'ombre. Avec ses fesses, oui, probablement. J'aimerais savoir, la première question que j'aimerais vous poser à tous, c'est comment est-il possible aujourd'hui, en 2019, d'avoir toutes ces sorties médiatiques aussi lourdes les unes que les autres. Et j'aimerais ton avis en premier, toi Inès, s'il te plaît. Tu peux reposer la question. Alors, comment est-ce que tu penses que c'est normal d'avoir ces... Je te parle avec tes mots. Tu kiffes ou pas? Ah non, absolument pas. Okay. Non, je trouve pas ça normal parce que normalement ça devrait déranger personne. Moi, je pense qu'on devrait être autant libre de se couvrir comme de se dévêtir, parce que par exemple, je veux dire, à l'heure actuelle, il y a des mini shorts, d'accord, où on voit la moitié des fesses. Peut-être que moi, j'ai pas envie de voir ses fesses à la nana, tu vois ce que je veux dire? Donc autant on est libre de se dévêtir. Moi, je pense que la normalité de base, c'est la pudeur, c'est pas l'exhibitionnisme. Donc voilà, je pense qu'à un moment donné, les femmes, en fait, elles font de mal à personne, quoi, en fait. Elles font de mal à personne. J'aimerais ton impression un peu sur toutes ces sorties médiatiques. Moi, par rapport à toutes ces sorties médiatiques, ça va être assez clair. Enfin, on va croire que. Je pense qu'en fait, chaque personne a le droit de dire ce qu'elle pense. Clairement, mais clairement. Alors, ils veulent pas avoir de voile, ils ont le droit de le dire. Ils ont pas envie ils ont un problème envers tel problème, ils ont le droit de le dire. Maintenant, c'est la pensée collective et c'est la pensée d'aujourd'hui qui nous donne la possibilité et qui nous donne l'envie comment je vais formuler ça, de rentrer en contradiction avec ce qu'on nous dit. C'est-à-dire qu'en fait, si on arrive devant une personne, comme toutes ces personnes-là qui nous disent oui, on a un problème avec le voile, on va forcément avoir un problème avec la communauté musulmane qui, elle, va parler, ce qui est tout à fait normal. Maintenant, faut trouver un terrain d'entente, et ça, c'est encore autre chose. Paul, j'aimerais ta vision des choses. Est-ce que tu trouves ça normal? 10-10 à chaque œil. Moi, j'aimerais qu'on refasse un peu le plan de la séquence, parce que là, on a vu les choses, c'était un peu entrecoupé, mais du coup, on n'a pas exactement les connecteurs logiques. Il se passe quoi? Il y a Éric Zemmour. Tout le monde connaît la pensée d'Éric Zemmour, ça fait 20 ans qu'il dit la même chose. Qui dit un discours qui est peut-être excessif, à mon avis caricatural, en tout cas dans plein de ses sorties, mais enfin qui fait un discours qui est le même que ce qu'il a dit dans ses bouquins, etc. Et il a le droit de le dire. Là, oui, voilà. Totalement. Il a le droit de le dire. Pour toi, il a le droit de comparer l'islam au nazisme? Mais toutes les comparaisons sont autorisées. On parle bien toutes les comparaisons sont autorisées quand elles sont intellectuelles. Moi, ce que j'ai l'impression, en tout cas, c'est qu'on a perdu 4 jours à la suite du discours d'Éric Zemmour. Je veux dire, Le Monde faisait des dossiers tous les jours pour décrypter avec 4 ou 5 sociologues qui faisaient mot par mot, virgule par virgule, qui décryptaient le discours d'Éric Zemmour pour savoir s'il était raciste, s'il était méchant, s'il puait du cul ou pas. Bon, Éric Zemmour a dit ce qu'il avait à dire. Tu fais des vannes, putain, j'adore.
Prête-moi ta casquette, je vais essayer, ça marchera mieux. Attends, en plus, c'est une casquette de droite. Au bout de ces 4 jours, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un attentat dramatique qui fait plusieurs morts au sein même de la préfecture de police de Paris. 4 morts. Voilà. Et là, à ce moment-là, toutes ces personnes qui ont passé. Toutes ces personnes-là qui ont passé 4 jours à nous dire non, mais Éric Zemmour caricature la réalité, il n'y a pas de problème avec l'islamisme comme il le dit, il est dans l'excès, il est dans. Mais ces personnes-là ont simplement arrêté de le dire parce que ça crevait les yeux. On a vu avec ce qui s'est passé à la préfecture de police qu'aujourd'hui, en 2019, 4 ans après les attentats de 2015, il y a un déni à tous les niveaux de l'échelon hiérarchique, y compris au cœur de l'État, la préfecture de police. C'est-à-dire qu'il y a des collègues qui n'ont pas été capables de détecter qu'un mec qui fait la promotion des attentats de Charlie Hebdo, c'est un gars qui peut demain leur planter un couteau dans le cœur. Ça, je sais pas si c'est vraiment sûr, quand même. On parle quand même de renseignements généraux. Je pense que quand même. Mais il y a des collègues qui étaient au courant et qui n'ont pas parlé. Quand ils ont parlé, on leur a dit non, mais c'est pas la peine, on va pas en faire une fiche S. Oui, c'est le reproche qu'a fait le représentant de la police qui a dit justement on dit que le travail a été mal fait, mais en fait, c'est pas le travail qui a été mal fait. L'info a été donnée par rapport à Harpon, par rapport à Mickaël Harpon, parce qu'on parle de Mickaël Harpon. Il suffit de 24 heures d'enquête pour qu'on se rende compte de qui était Mickaël Harpon. Bien sûr. Pour qu'on sache qu'en fait, ses voisins savaient qui il fréquentait, quels imams il allait écouter à la mosquée le week-end, etc. Donc ça veut dire que ce qui s'est passé. C'est pas tant le problème des imams. Non, mais d'accord. Ok, Paul. Le plus gros problème. C'est un problème de déni. Ça veut dire que même en nommant les choses, même avec Éric Zemmour qui passe à la télé tous les jours depuis 10 ans, on a encore un déni face au risque que représente l'islamisme. Ce que je veux te dire, c'est que c'est pas tant. Enfin, l'imam qu'il allait écouter, nous, on n'est pas parti écouter cet imam. On ne sait pas ce qu'il dit. Je pense pas qu'il ait été condamné. Cette image. Sur le sol français en 2019, mais le problème. Prêcheurs salafistes. Le problème. Le vrai problème et le problème de fond que tu soulèves, c'est que l'information a été donnée en 2016 même à l'intérieur même de la préfecture de police. Il a validé. C'était pas très longtemps après les attaques de Charlie Hebdo. Il a dit que, enfin voilà, il a dit qu'il était pour, ou en tout cas il a pas condamné. Les signal d'alerte sont dans une forme de déni. Fatima. Et ce déni là, il continuera tant que les gens qui tirent la sonnette d'alarme sur l'islamisme ne seront pas écoutés. Les solutions, on y viendra juste après. Fatima, j'aimerais s'il te plaît ton avis par rapport à tout ça. Est-ce que tu trouves normal? Est-ce que tu penses que la liberté d'expression peut aller jusqu'au point de pouvoir dire ce genre de choses sur un plateau? En fait, il y a des choses qui relèvent de la liberté d'expression et il y a des choses qui sont condamnées parce que vous dites très bien que cette personne était recrue de Daesh, qui est une organisation criminelle, qui a des stratégies, et que de fait, ou en tout cas d'organisation islamiste. Vous avez dit, c'est un. Tu parles de Mickaël Harpon. On parle d'Harpon. Il n'y a pas eu de Daesh qui a été prononcé. Par contre, Éric Zemmour, il a été condamné parce qu'il a dit quelque chose de très précis. Il a été condamné parce qu'il a dit, entre autres, tous les musulmans, qu'ils vous le disent ou non, pensent que les terroristes sont des bons musulmans. C'est-à-dire que pourquoi il a été condamné? C'est pas juste un discours qu'il dit contre le déni par rapport à l'organisation de personnes qui se radicalisent. Il dit que chaque musulman a la suspicion. Quand il parle de l'attaque hier, voilà. ça? Non, il a été condamné pour ça. Non, pour ses incitations à la haine. D'accord. Bien avant son discours du 28 septembre. Enfin, l'affaire sera jugée maintenant par la Cour européenne des droits de l'homme, donc c'est un jugement qui n'est pas terminé. Il a été condamné une fois en tout cas. Il a été condamné par rapport à son appel. En tout cas, les propos que je vous rapporte, vous les niez pas. Donc dans son esprit, c'est pas il faut avoir une société de vigilance contre les islamistes, mais contre chaque musulman, parce que vos copains, vos voisins qui sont musulmans. Alors ça, le processus c'est Emmanuel Macron à la tribune. Juste laissez-moi parler, je n'étais pas d'accord avec ce que vous avez dit, mais je ne vous ai pas coupé. Le propos qu'il dit très clairement, c'est que vos amis et tout qui ont fait, entre guillemets, pour lui semblant de pleurer, d'être choqués, je peux vous dire que toute ma famille, qui est plutôt de culture musulmane, était écœurée au bord de larmes et était plutôt dans le discours, ces connards, ils foutent la haine à l'islam, enfin ils foutent la honte à l'islam, c'est pas ça l'islam et tout. Il jette la suspicion auprès du grand public qu'en fait, secrètement, ils sont d'accord avec les islamistes. Et ce qu'il a redit dans son discours, et peut-être que ça va retomber sous le coup de la loi, c'est qu'il ne dit pas qu'on est sous l'armée d'occupation des islamistes qui sont cachés et tout, c'est l'armée des djellabas.
il dit que les musulmans, pas les islamistes, pas les radicalisés, les musulmans, c'est le problème du discours de Zemmour, colonisateurs. Donc c'est là où ça tombe sous le coup de la loi, où c'est là que c'est extrêmement dangereux et que ça montre comment on progresse vers une ère pré-fasciste. Souvenons-nous dans les années 30, c'était quoi le « je suis partout » ? C'était quoi les discours de propagande ? C'était que le juif moyen, pas l'extrémiste. On va être comparaison hâtive tout à l'heure, c'est pas pour en faire... Attendez, laissez-la terminer. Les comparaisons qu'ils font. Vas-y Fatima, vas-y. Le discours, c'était que le juif n'était pas soluble dans la société. C'est-à-dire, on commence à le chasser des cafés, on dit qu'ils sont différents, ces gens-là, etc. Et petit à petit, ça mène vers les drames de l'histoire qu'on connaît et vers les crimes contre l'humanité. Donc c'est extrêmement important parce que du moment qu'il a dit ça, qu'est-ce qui se passe ? Le discours gouvernemental sur les signaux faibles de radicalisation. Et qu'est-ce qui se passe à l'université de Cergy ? On envoie un fichier où, très franchement, j'aurais pu cocher 20 cases. Arrête de boire de l'alcool. Moi, j'arrête parce que je suis vieille et maintenant je supporte mal les cuites. Arrête de faire la fête. S'intéresse à l'actualité nationale et internationale. Vous vous rendez compte ? Non, mais la circulaire, après, la circulaire de Cergy, après, a été corrigée, etc. Mais si les gens se sont permis de le faire, c'est qu'ils ont senti une autorisation au plus haut niveau de l'État de le faire. On sent que le climat, de toute façon, est aux autorisations de donner son point de vue, qu'il soit positif ou négatif. Et c'est vrai qu'on entend plus les avis négatifs que positifs sur l'islam. Je suspecte d'être radicalisé. Paul, 2 secondes, juste après, j'aimerais l'avis de Garen, s'il te plaît. Ouais, j'adore la comparaison entre les juifs sous le nazisme et l'islam en France. Déjà, premièrement, Zemmour, il a pas fait un truc. En tout cas, Zemmour l'a fait. Il a dit que chaque musulman est un nazi. C'est ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit la comparaison des juifs sous le nazisme et les musulmans aujourd'hui qui seraient dans le même cas que les juifs sous la Seconde Guerre mondiale. Il y a des points similaires. Laisse-le parler. Premièrement, les juifs n'allaient pas par centaines de milliers en Allemagne entre 30 et 45. Alors qu'aujourd'hui, il y a des millions d'immigrés qui veulent venir en France, musulmans et compagnie. Ah si, ils y allaient, mais dans des trains, si. Non, mais justement, c'est bien ça ce que je dis. C'est que les juifs n'allaient pas vivre en Allemagne sous le nazisme. Donc la comparaison est complètement caduque. Deuxièmement, même si on sépare l'islam et l'islamisme, aujourd'hui il y a des attentats terroristes islamiques. Attention, combien d'attentats juifs entre 39 et 45 ou avant sous le nazisme en Allemagne? Il n'y avait pas d'attentats de juifs. Mais il n'y a pas d'attentats. Mais là vous parlez d'immigration, et d'islam en fait. C'est pas les immigrants. Chacun il y a beaucoup de Français qui font des attentats, c'est pas que des immigrés. Il n'y a aucun problème, je veux bien que tout le monde se réponde. Il n'y avait pas d'attentats de juifs entre 1932 et 1939 dans l'Allemagne nazie, et les juifs ne couraient pas s'installer en Allemagne sous cette période. Aujourd'hui, il y a une immigration masse en France, donc ça doit pas être si terrible que ça la France, pour que des millions de gens veulent venir s'installer ici, dont les musulmans. Ça n'a pas l'air d'être si. Il y a une histoire différente. Les musulmans, on est parti les chercher pour les ramener en France. Les musulmans, on n'est pas parti les chercher parce que c'était des musulmans. On est parti les chercher. C'était une diaspora. Il faut bien faire la différence entre l'immigration et la religion. Inès, s'il te plaît. Aïk, pareil, s'il te plaît. En fait, on est en train de perdre. Non, mais juste, j'aimerais que vous parliez chacun votre tour. Vous pouvez vous répondre, juste prenez le temps parce que là, on n'entend pas. Donc, Inès, vas-y, on t'écoute. Qu'est-ce que tu voulais dire? Moi, j'ai rien à dire. Donc, c'est incroyable parce que tout le monde veut parler quand il faut pas. Moi, je dis juste qu'il y a une différence. Alors, en réalité, c'est pas le voile ou l'islam qui dérange. Alors, c'est les immigrés, c'est les arabes, comme on dit. Tu vois ce que je veux dire? Sur ta comparaison. Parce que là, on mélange tout en fait. Au début, on parle d'islam et là, on parle d'immigrés. La comparaison de Mademoiselle qui expliquait que. Madame. Qui expliquait que les juifs en 39-45 c'est la même chose aujourd'hui avec les musulmans en France. Non, c'est complètement ridicule de faire cette comparaison. Mais c'est pas honteux, les musulmans en tant que musulmans qui organisent des attentats, c'est ça qui est honteux. Mais bien sûr que si, ils le font. C'est pas en tant que musulmans. Vas-y, c'est pas les musulmans inventés, ils font les attaques terroristes au nom d'Allah. Bien sûr qu'ils le font au nom de l'islam. Vous pouvez ne pas être d'accord. Une vision radicalisée islamiste. Sinon, avec tous les musulmans qu'on a en France, c'est-à-dire qu'on aura 20 attentats par jour. Oui, on en a Paul, je veux bien ton avis, Paul. Fatima, alors je vais le redire, mais c'est une évidence pour tout le monde. Personne ici et personne en France ne suspecte tous les musulmans d'être des c'est ce qu'a dit Zemmour, noir sur blanc. Djihadistes. Et Éric Zemmour, s'il dit des choses pour lesquelles il doit être condamné, il l'est, et tant mieux. Et ce que je veux dire, c'est que non, mais si Éric Zemmour dit des choses, si Éric Zemmour dit des choses condamnables, mais la liberté d'expression, elle a bon dos. C'est pas une liberté, c'est pas la liberté d'expression. La liberté d'expression, ça devrait être le premier amendement américain. On a le droit de dire ce qu'on veut.
Non mais ça. Vas-y, Paul, termine. En tout cas, on peut espérer que sur ce débat-là, on dit ce qu'on veut s'il faut, mais en tout cas, il faut surtout dire des choses intelligentes. Je pense quand même qu'il faut partir du principe quand même que pour les gens, la différence entre l'islam et l'islamisme que vous faites et que vous rappelez n'est pas évidente, parce que les imams qui ont un discours salafiste qui prêchent la haine dans certaines mosquées, il y en a qui ont été identifiés, d'autres pas encore. C'est le travail des renseignements français. Mais ces imams-là, rien ne les distingue à première vue de leur voisin de la mosquée d'à côté qui va avoir un discours d'amour et de paix. Et c'est ce qui permet aussi. C'est ce qui permet. Vas-y, termine. Et quand on effectue un crime au nom d'Allah, aucun terroriste islamiste va dire non mais attendez, moi je suis le porte-drapeau de l'islamisme mais pas de l'islam, ça n'a rien à voir avec l'islam. Vous voyez, donc vous pouvez admettre dans un premier temps que la confusion est évidente. Alors attendez, Fatima, je veux bien que tu répondes et ensuite je vais vous poser une question. Termine, Paul. Non mais ensuite voilà, je pense qu'ici on est tous d'accord pour dire que les musulmans c'est dans leur intérêt premier d'effectivement bien montrer qu'il y a une différence entre l'islam qui est une religion d'amour et de tolérance et que l'islamisme n'a rien à voir avec eux. Mais je le dis parce que je l'espère en leur nom. Non mais c'est un travail que seuls les musulmans peuvent faire. Et aujourd'hui, force est de constater que en France, vas-y Fatima. Vous avez toutes les personnes qui nous écoutent, des personnes de votre entourage qui sont de confession musulmane ou de culture musulmane. Déjà, la plupart ne vont pas à la mosquée et je ne sais même pas s'ils considèrent l'islam comme une religion d'amour ou quoi que ce soit. Ils sont de culture musulmane et si ça se trouve, ils ne sont même pas jamais allés à la mosquée, n'ont jamais entendu un imam. Moi, je suis de culture musulmane. Très franchement, pour aller dans une mosquée, il faut me payer, quoi. Donc, il faut vraiment se dire que l'amalgame qui est en train de se faire concerne plein de musulmans lambda, c'est-à-dire vos collègues, vos voisins, qui sont à des milieux d'un quelconque univers de radicalisation ou même d'intérêt pour la religion en tant que telle. Combien de musulmans en France vont interrompre leur boulot pour faire leurs 5 prières par jour? Je peux pas te laisser dire ça, Paul. J'ai grandi, c'est pas vrai. Je peux pas te laisser dire ça, Paul, parce que en fait, si tu veux, même si on n'est pas des médecins, on n'est pas des psychologues, on n'est pas... Si tu veux, la majorité des musulmans, et si on les compte dans leur généralité, ils sont très nombreux sur Terre. Il y en a quelques-uns qui causent problème, on est d'accord. Le problème, et c'est ce que révèle Fatima, et c'est aussi le problème que j'ai, c'est l'amalgame qui est très rapidement fait. Alors je comprends que pour des gens qui ne soient pas érudits en la matière, qui les amalgames, on s'injecte, qui ne, non mais en fait si tu veux, moi je pense que quel contre-argument concret tu apportes à ça? L'amalgame, il y a des gens existe, il est fait. L'éducation elle est super importante, Paul. Attends, laisse-moi juste terminer. L'éducation est très importante, l'amalgame est très rapide. Maintenant, on va en parler un petit peu plus tard, on va rentrer dans... La plupart des terroristes français étaient des gens qui étaient plus éduqués que mais beaucoup de terroristes français étaient des Français aussi, entre guillemets, de souche, comme vous aimez dire. Il y a une perméabilité de l'islam, celui qui ne pose aucun problème à personne, qui est parfaitement compatible avec les valeurs de la République, et une perméabilité de cet islam-là avec un jour des discours de radicalisation. La question, on va se la poser un petit peu plus tard. Si tu veux, t'as des gens aussi qui vont utiliser aujourd'hui, au nom de l'islam, tu sais, t'as des gens qui sont détraqués psychologiquement, qui vont pas bien, qui n'ont pas forcément bien réussi leur vie. Ils veulent réussir leur vie. Laisse-moi. Non, c'est pas ça. Je veux pas te dire que ça n'a rien à voir avec l'islam, parce que c'est des gens qui viennent et qui se présentent comme musulmans. Donc je te dirai jamais ça. C'est un fait. Par contre, est-ce qu'ils se présentent, est-ce qu'ils se revendiquent du même islam qu'un autre? En fait, l'islam, on va en parler un petit peu plus tard. Si tu as envie de prêcher le mal avec le Coran, tu peux. Tu veux prêcher le bien. En fait, c'est pareil, c'est une histoire d'interprétation. Le fait de mettre le doigt, d'uniquement stigmatiser le problème comme religieux parce que eux se revendiquent comme tels, je pense que là il y a un problème, mais on va en parler juste après. C'est-à-dire que si on n'identifiait pas la composante religieuse du problème, on ferait aussi une erreur d'interprétation. Oui, mais non. Mais là on se concentre trop. Il y a des extrémistes catholiques, etc. C'est l'extrémisme qui est mauvais. Alors j'aimerais vous poser une question, les amis. Les catholiques ne rentrent pas dans des rédactions de journaux. Non, mais ils rentrent dans des enfants. Est-ce que vous pensez vous voyez, ce sont des gens qui viennent d'une vision radicale du suprématisme blanc et du catholicisme. Là, très clairement, géopolitiquement parlant, alors Lola nous en a parlé la semaine dernière. Ils se battent pour un État islamique et donc ils sont à l'offensive. Ils ont des stratégies pour trouver des recrues. Ça, c'est sûr. D'après Lola, il y a des cathos aux États-Unis. Alors c'est Lola, c'est pas n'importe quelle source. Mais je pense que on peut chercher. Il y a des cathos extrémistes. On sait qu'il y en a partout, les Mormons, etc. L'attentat qui vient d'y avoir en Allemagne, c'est pas pour autant qu'on vienne dire que tous les chrétiens sont mauvais. On vous entend pas, les amis. L'attentat qui vient de se faire c'est pas pour autant qu'on dit que tous les chrétiens sont mauvais. Non mais après, c'était pas un catholique. C'est le problème. Il était dans un discours. L'attentat qu'il y a eu en Allemagne, c'était un païen qui est rentré dans une synagogue
synagogue. Oui, il voulait tuer des juifs. Il voulait tuer des juifs. Il n'a pas réussi à rentrer. D'accord. Mais il n'a pas fait ça au nom du christianisme. Non, mais il a trouvé des ennemis différents. Mais de toute façon, les amis, 2 secondes. De toute façon, c'est pas le but de trouver des extrémistes qui soient catholiques, juifs ou qui viennent d'un autre pays. Non, mais là, qu'on arrête de nous dire que l'islam ne pose pas plus de problèmes. Non, alors je suis pas en train de. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire, parce que de toute façon, ces gens-là se revendiquent au nom de l'islam. Donc quoi qu'il arrive, on est obligé de prendre le problème à bras-le-corps et de prendre aussi l'islam avec la personne, même si elle est détraquée. Sauf que aujourd'hui, on stigmatise et on met le doigt sur le voile. Enfin, pas qu'aujourd'hui, parce que c'était le problème il y a 30 ans, en 89, c'était le problème aussi en 2004, c'était le problème en 2010. À chaque fois, on revient avec cette question du voile. Maintenant, on va y revenir un petit peu plus tard. Non. La question du voile, ça mériterait un peu plus de débat public. Mais c'est pour ça que personne ne dit que les femmes voilées sont les terroristes en puissance. C'est un autre débat. Non, mais en fait, vous l'a dit en direct face à moi sur LCI. Je vais juste conclure là-dessus et puis on reprendra ce débat un petit peu plus tard. Mais moi, je vous ai posé une question à la base. Je vous ai posé une question sur les différentes sorties qu'on avait pu entendre ces derniers temps. Je vous ai demandé si vous trouviez ça normal. Très rapidement, l'amalgame entre ces sorties et le terrorisme, il a été fait entre vous. Moi, j'ai pas encore parlé de voile. Donc c'est pour te dire que l'amalgame aujourd'hui, il se fait naturellement. Et je pense qu'il faut se battre contre ça. Mais avant qu'on rentre un petit peu plus dans les détails et dans cette histoire de voile, j'aimerais vous poser juste cette question. J'aimerais savoir s'il y a des dangers à ce que ce genre de message soit diffusé, et est-ce qu'il faut interdire Zemmour? J'aimerais ta réponse, s'il te plaît, Guitou. Moi, je pense que la liberté d'expression, elle a vraiment bon dos, en fait, ces derniers temps. C'est-à-dire que moi, je suis d'accord pour que les gens puissent s'exprimer, dire des choses, dire ce qu'ils pensent, dire le fond de leur pensée. Mais la semaine dernière, l'avocat qui était à ta place, Maître Boudi, le disait. Aujourd'hui, on a un cadre, et ce cadre, c'est la loi. Et en fait, il ne faut pas dépasser la loi. Quand on dit des choses qui ne sont pas vraies, quand on dit des choses qui sont mensongères, quand on stigmatise, s'il te plaît, ça fait 15 minutes qu'on t'entend brailler. J'ai pas dit un mot, je crois que je suis celui qui est le moins parlé. Bref, mais on t'a déjà trop entendu. Et en fait, quand on dit des choses qui sont fausses, quand on stigmatise des gens, eh bien, à un moment, il faut arrêter. Et ce n'est pas bien, et on n'a pas à le faire. Ce n'est pas bien, enfin je vais pas vous taper sur les doigts avec une règle, mais arrêtons de dire que la liberté d'expression, on peut tout dire et on peut tout. Fatima, j'aimerais. Vas-y, Aïk, je t'en prie. Mais le problème, j'ai très bien entendu ce que tu as dit, Guitou. Mais si en fait, Guitou, il a juste dit qu'il préférait Maître Boudi à la place de Fatima ici. Moi, c'est tout ce que j'ai retenu. Non. Mais en fait, si on commence à. On devrait parler de ça plus aussi, puisque je représente les femmes. Mais aussi, on commence à vouloir interdire Zemmour d'antenne. Je pense qu'en fait, c'est la porte ouverte à tous les débordements, et c'est le début de quelque chose de très 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 grave. C'est-à-dire débordement, qu'est-ce qui serait grave? En fait, si on interdit Zemmour, en fait, on va interdire Castaldi parce qu'il va avoir des yeux petits. On va interdire, je sais pas moi, il a la Ok, on a compris, on va t'interdire toi. La présentatrice de M6 parce qu'elle a un doux, parce qu'elle est M6. C'est tout simplement, en fait, voilà, c'est tout simplement, faut pas interdire Zemmour. Donc, voilà. Juste pour moi, l'idée n'est pas de l'interdire, même si de fait on voit. La question c'est est-ce que le fait de laisser ce genre de messages, ce genre de vidéos se diffuser, c'est pas que Zemmour? Et aussi, est-ce qu'il faut les interdire? Et en prenant en exemple on voit qu'à un moment, une société, une culture met des prohibitions. C'est pour ça que c'est impensable d'inviter des Dieudonné, des Soral, etc. Pour le cas de Zemmour, c'est pas tant le fait qu'il soit invité, parce que moi, qu'on lui donne la parole un temps imparti, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que là, il a une émission quotidienne. Il n'a même pas d'émission, il est chroniqueur chez Christine Kelly. C'est pas son émission. Parce que tout à l'heure, vous disiez que... C'est récurrent après, en fait. Le discours, toujours quelqu'un face à lui. Mais quoi qu'il en soit, lui, il a une tribune quotidienne. Et si je puis me permettre, tout à l'heure, tu disais qu'il y a des comparaisons qui ne sont pas raison. Revenons à ce qu'il a dit lui-même, au mot qu'il a utilisé quand il dit que les djellabas sont des uniformes des armées d'occupation, que les musulmans, encore une fois pas les islamistes, se comportent comme des colonisateurs, qu'il y a une guerre d'extermination contre les hommes blancs hétérosexuels. À un moment, et c'est un homme de culture, il sait ce que les mots veulent dire. Il sait, et il y a des gens qui ont survécu ici, dans notre pays, qui savent ce que c'est qu'une armée d'occupation. Ils savent ce que c'est qu'un comportement de colon. Reprenons un peu l'histoire des colonies, c'est-à-dire dans les colonies, les comportements de colons, on pouvait couper les têtes
poser en photo, et ça existe maintenant dans nos musées, à côté des personnes qu'on a décapitées, des femmes nues autochtones après les avoir violées. C'est ça, des comportements de colons. Et là, ce qu'il est en train de dire, c'est que le musulman moyen, il jette sur lui, il projette sur son visage le sang de crimes odieux. Et c'est ça qui, pour moi, n'est pas excusable. En fait, tout le monde veut sa comparaison avec avec les juifs et le nazisme, quoi. Alors, d'un côté, on entend, oui, voilà. Et, en fait, tout le monde utilise cet argument, enfin, je trouve un petit... Parce qu'il y a des points qui sont assez similaires dans cette histoire. Était comparable à un uniforme SS. Il faut bien comprendre. Bien sûr, mais bon, on l'a vu. Bien sûr, c'est Olivier Galzi qui l'a dit. Après, je pense, en fait, Olivier Galzi, ce qui s'est passé avec lui, je pense qu'à un moment, on a tellement libéré la parole, c'était tellement la foire à la merguez halal que et juste avant, le gars, il a pas fait. Mais je pense que je pense qu'il a pas fait pour de vrai. Je pense qu'il regrette, mais je pense qu'il a même pas, il s'est pas rendu compte et qu'il a pas fait. Garen, j'aimerais ton avis. Ah non, c'est bon, on a déjà trop entendu. J'aimerais ton avis par rapport. J'aimerais savoir ce que tu penses de ce que dit Zemmour. Et est-ce que tu penses qu'il faut légiférer, ou en tout cas qu'il faut le virer de ces news? Allez, utilisons les mots pour ce qu'ils sont. Zemmour est un polémiste. Il est là pour faire passer ses idées avec des phrases chocs, avec des choses qui vont marquer les gens. Et il fait son travail très bien. Et il connaît chacun des mots qu'il utilise et il connaît le poids des mots. On peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord. Je suis pour une liberté d'expression totale. Je suis absolument contre l'interdiction d'Éric Zemmour ou de quiconque d'autre sur les plateaux tant qu'on n'appelle pas au meurtre. Tant qu'on vraiment. Il a appelé les citoyens à se battre contre les armées d'occupation de Djellaba. C'est exactement ça. Non, c'est pas un appel au meurtre. Et encore, ça va passer au tribunal. Se battre sur la haine. Je suis désolée. Il avait dit se défendre aussi. Mais Éric Zemmour et tous les autres devraient avoir le droit de parler de tout ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a des lois liberticides, parce qu'on dit Éric Zemmour a été condamné. Mais c'est super facile. On fait des lois qui limitent la liberté d'expression, après on condamne les gens avec ces lois, et après on dit, ah regardez, vous voyez, il a été condamné. Loi Pleven, loi Perben, loi Taubira. Aujourd'hui, il y a des lois qui interdisent de dire certaines choses. C'est honteux, on devrait retirer ces lois. Alors attends, la loi Perben et Taubira, etc., c'est des lois qui interdisent... Contre la haine, tout ça. Qui interdisent les incitations à la haine. Donc toi, tu serais pour... Toi, tu serais pour... Toi, tu serais pour que tout le monde puisse s'exprimer... Interdit, mais si quelqu'un qui aurait envie de dire quelque chose de très raciste, il devrait avoir le droit de le dire tant qu'il n'appelle pas au meurtre, il n'appelle pas au lynchage des gens. Ah bah oui, alors dans ce cas-là... C'est le cas aux États-Unis. C'est exactement le premier amendement américain. C'est exactement le sujet sur lequel je voulais avoir votre avis et débattre. C'est ça en fait. Est-ce qu'on peut tout dire, et quels sont les dangers, par exemple, d'avoir une liberté d'expression encore plus poussée? Justement, est-ce que je peux préciser, c'est en interdisant les propos des gens qu'on leur donne la légitimité. C'est en lui disant, parce qu'il va dire, regardez, moi je suis interdit, c'est que je dis la vérité. Laissez tout le monde s'exprimer. On débat avec eux, on leur dit, vous Attends Inès, attendez, vas-y Guido. Mais alors pourquoi on prend toujours exemple sur les États-Unis? On est en France, on a des lois. Franchement, je peux vous retourner la même chose. Si t'es pas content, mais va aux États-Unis et va t'exprimer aux États-Unis et va dire tout ce que tu as envie de dire aux États-Unis. Là aujourd'hui, on est en France. Pourquoi à chaque fois quand on va interdire, là par exemple, un discours de haine, c'est liberticide? En quoi interdire un discours de haine, un discours haineux, si moi j'ai envie de dire là maintenant je déteste tous les blancs, ce qui n'est pas vrai, je vous aime mes parents puisque mes parents sont blancs. Toi aussi, je te rassure. Et moi aussi, je suis blanc et tout le monde. Mais on s'en fout finalement. C'est même pas ça la question, bordel de Dieu. Pourquoi Excuse-moi, pardon. Laisse Dieu tranquille, s'il te plaît. Il a assez de problèmes comme ça, je crois. Il a assez de problèmes ce soir. Mais pourquoi c'est liberté? En fait, voilà. Parce que c'est le principe de la liberté. Oui. Mais les dangers. Ce que j'aimerais. La liberté, c'est de dire ce que je veux. Est-ce que tu penses, d'accord, c'est pas à tel ou tel de décider ce qu'on. Est-ce que tu penses qu'à partir de demain, si justement on élargit un peu cette liberté d'expression et qu'on peut dire, voilà, je déteste les Noirs, je déteste les Arabes, enfin, tu vois, qu'on se met. Moi, je déteste les Blancs. Moi, je pense qu'en fait, est-ce que vous pensez qu'il y aurait un danger? Ça, c'est formidable. Alors attends, 2 secondes. Je reviens Fatima sur une chose, c'est que je suis d'accord, c'est vrai que voilà, il devrait pouvoir être invité, tu vois, qu'il puisse parler et dire qu'il est raciste s'il en a envie. Mais le fait qu'il ait une quotidienne comme ça où il soit tous les jours. C'est ça le problème, c'est qu'on lui donne la parole. Permettre sur la question de la liberté, sur la question de la
liberté, et vas-y Fatima, vas-y. Je vous interpeller là-dessus. Il y a quelque chose d'extrêmement paradoxal. C'est pour ça que pour moi, c'est pas le cœur du débat. C'est ce qu'on autorise et ce qu'on interdit. Par exemple, les mêmes qui vont dire il faut une liberté totale d'expression, etc., sont les mêmes qui vont exiger dans les mêmes familles politiques d'énormes restrictions des libertés. Par exemple, symboliquement, le voile en conseil régional, c'est pas bien, interdisons. Symboliquement, Menel qui chante et qui a tweeté qu'elle croyait pas aux attentats de Nice, c'est pas bien. Donc pour moi, c'est vraiment pas une question de liberté, mais de quand. Et je pense que c'est plus honnête de clarifier ça. C'est-à-dire que vous voulez durcir énormément certaines interdictions et autoriser énormément certaines autorisations. Mais Menel qui disait que les attentats n'existaient pas, elle n'est pas passée au tribunal pour ça. Hein. Alors, oui, mais par contre... Mais elle a dû quitter son émission sous la pression. Mais elle a dû quitter cette émission par la pression de personnes plutôt conservatrices. Vas-y, Paul. Ouais, d'abord, gros big up à Fatima parce que je la vois trépider sur son site. Mais lui, c'est une... T'as vu? Mais même toi, bravo, Paul. Je vois que... Et vraiment, bravo. Non, Garen a quand même le mérite de recentrer le débat, qui est pas de savoir si Zemmour a raison ou s'il a tort, si c'est un connard ou si c'est quelqu'un de gentil. Et ça, c'est la première. Et est-ce que c'est dangereux? Est-ce que ce genre de messages sont dangereux? C'est ça les deux questions. C'est dangereux, la liberté, bien sûr que c'est dangereux. Et ce serait tellement plus facile d'avoir des esclaves qui font uniquement ce dont j'ai envie, je courrais aucun risque. Bien sûr qu'à partir du moment où les gens sont libres et réfléchissent par eux-mêmes, c'est dangereux. Ça peut surgir de tous les côtés, ils peuvent avoir n'importe quelle idée qui les traverse. Je veux dire, et si en plus ils sont cons, alors on n'est pas sorti de l'auberge. Ouais. La liberté, c'est évidemment un danger. Mais la liberté est un risque à prendre. Mais bien sûr, mais Iron Man. Oh là là. Qu'est-ce qu'il est fort. En dehors de ça, on peut évidemment pas imaginer une société dans laquelle les gens seraient pas libres de penser ce qu'ils pensent, ne serait-ce que parce qu'à la fin, ils votent. Et vous avez aujourd'hui des gens qui, depuis des années, se réfugient dans un vote contestataire, qu'on l'appelle du nom qu'on veut, populiste, réactionnaire, même fasciste, etc. Et qui ne se reconnaissaient pas jusqu'à il y a peu dans les médias parce que leurs idées n'étaient pas représentées. Les mecs au barbecue, au village, ça les empêchait pas d'échanger leurs idées, même de tenir des propos racistes s'ils avaient envie de le faire, etc. Parce que là, vous avez pas le CSA qui va contrôler. Heureusement que le CSA contrôle pas les barbecues. Mais en revanche, ces gens-là disaient, moi, quand j'allume CNews, quand j'allume BFM, quand j'allume Canal+, quand j'allume même le service public, mes idées ne sont pas représentées, personne ne les exprime. Mais je suis d'accord que dans les pays comme aux États-Unis ou dans d'autres pays européens, des mouvements populistes montent au pouvoir et sont au pouvoir alors qu'il y a une totale liberté d'expression. Vous citiez l'exemple des États-Unis. Non mais d'accord, mais là on est en France. Éric Zemmour vend 500 000 exemplaires. Et au-delà de 500 000, il a quand même triplé. Les idées d'Éric Zemmour sont partagées par un nombre incalculable de citoyens français. Rien que ça justifie qu'Éric Zemmour ait le droit de les exprimer. Et il sera d'autant plus légitime à le faire qu'en face de lui, il y a un contradicteur, alors que je peux vous assurer qu'au Barboc le dimanche, le contradicteur, vous en avez plus. Oui, mais au Barboc, c'est pas la télé tous les jours. Là, Éric Zemmour est contredit par quelqu'un qui, comme vous l'avez fait il y a un peu plus d'un an, je crois, s'il n'est pas d'accord, a le droit et a la liberté de dire Éric Zemmour, vous vous trompez. Voilà. Vas-y. Si cette liberté-là, c'est on a compris. Il a dit quelque chose de très intéressant. Il faut savoir que la case de 18h-19h, qui est la case où Zemmour passe, qui faisait 150 000 des téléspectateurs par jour. Depuis qu'il est arrivé, ils en font 600. Non, tu dis n'importe quoi. Non, tu dis n'importe quoi. Ils sont passés de 80 000 à 180. Putain, et moi qui te vends comme le boss des prods depuis le début. T'as pas eu les chiffres de Morandini avant? Je vous le dis. Ils sont montés à 180 000, je crois. Ils étaient à 80 000, ils ont dépassé LCI, ils ont même dépassé BFM. Ça, c'est les moments où je regrette Lola, justement. Donc, bon, on a compris. J'aimerais rapidement juste faire un petit sondage. Qui pense qu'on doit virer Zemmour, ou en tout cas qu'on doit lui retirer cette tribune quotidienne sur CNews tous les jours? Ouais, donc on a 3 contre. Ouais, c'est la parité. 3 contre 3, on fait qu'on se bat? Non, personne se bat de toute façon. C'est pas nous qui allons décider. Non, mais ça représente un peu aussi la société. C'est vrai qu'il y en a qui sont pour la liberté d'expression, d'autres qui pensent que sa liberté d'expression à lui peut être dangereuse. Et là, la question... Mais ce dont il faut se méfier, Camille, aussi, c'est qu'effectivement, on a quand même tendance, surtout quand en plus il y a une forme de connivence médiatique entre les principaux intervenants des chaînes télé, des chaînes de radio, etc. Il y a une connivence qui fait qu'on en vient à criminaliser l'opinion avec laquelle on n'est simplement pas d'accord. Et que ce soit dans un sens comme dans un autre... Il passe partout. Non mais c'est pas ce qu'il... La question, c'est de savoir s'il faut l'interdire ou pas. À partir du moment où on dit qu'il faut interdire Zemmour, ça veut dire qu'on fait passer pour un criminel et plus pour un polémiste ou un intervenant dans le débat public. Pour quelqu'un de dangereux. Il a été condamné.
polarisation, c'est une tentation qui souvent révèle aussi une incapacité à répondre, à argumenter ou à débattre de manière simplement rationnelle. Voilà. Je pense aussi que si Éric Zemmour... S'il avait un temps de parole égalitaire aux autres, passe encore. Mais là, à chaque fois, il y aura des intervenants différents. Ne faites face pas à comme lui. si les personnalités de droite ou les personnalités qui ont le discours d'Éric Zemmour sur l'islam étaient majoritaires dans les médias. Ils sont majoritaires dans les médias et notamment dans les chaînes. Alors attendez, c'est pas qu'ils soient. Vous n'entendez que, mais ils sont ultra minoritaires. C'est pas le problème qu'ils soient majoritaires ou minoritaires. C'est juste que Zemmour, c'est choc, c'est des phrases choc. Donc forcément, il fait pas 600 000, il fait 180 000 sur CNews. C'est pas énorme. Mais là, il faut juste compter les replays aussi. Voilà, les replays, les extraits YouTube. Je pense que je suis sûr de mon chiffre, j'ai travaillé. Les extraits. Sur une semaine. Allez, vas-y, qu'est-ce qu'on raconte, toi? Genre, en replay, ça fait 600 000. Merci Wikipédia. Ok, oui. Mais c'est pas le. Non, mais c'est pas tant le problème. On sait très bien que voilà, ces extraits après sont vus et revus. Et aujourd'hui, Zemmour, même si c'est quelqu'un d'intelligent. Alors, je vais vous poser une autre question. Si demain. Zemmour est-il intelligent? On a une personne. Non, on a une personne ultra intelligente qui ne tombera jamais sous le coup de la loi, etc. Mais qui va prôner exactement les mêmes valeurs ou qui va discriminer comme ça les chrétiens ou les juifs. Est-ce que vous pensez que ce serait reçu de la même manière? C'est-à-dire une personne qui va vraiment défoncer les juifs, qui va dire que le judaïsme c'est de la merde. En 5 secondes, c'est réglé déjà. Le judaïsme, est-ce que vous pensez que passe encore, mais les juifs, chaque juif, c'est de la merde. Voilà. C'est pas la même chose. Oui. Mais c'est quoi On ce a le droit de relativisme? critiquer une religion. On fait comme si le judaïsme posait en France. Il a parlé du judaïsme et du christianisme aussi. Ou le christianisme. Mais je veux dire, est-ce que l'islam en soi En fait, c'est ça le problème. qui pose problème. On peut pas discuter parce que c'est toujours l'histoire de l'islam. C'est l'islamisme. On arrive Bah, pas. alors, encore heureux, toute ma famille sont des musulmans. Vous allez pas me dire qu'il n'y a pas un islamiste dedans. Aujourd'hui, quand des gens tombent dans la rue sous les coups d'une Kalachnikov, ce nom de Allah Akbar, et c'est ce que les gens. Putain, quel accent! Il va falloir retravailler la prononciation. Est-ce que l'extrême majorité des musulmans peuvent faire quelque chose? Paul, par contre, si t'as. Taisez-vous. J'ai une vanne. Par contre, si t'as l'intention de faire un attentat terroriste, révise ton accent parce que personne va te valider au niveau de Daesh. Hein. Ça, je te le dis dès maintenant. Une question, les amis. Je veux cette réponse. Est-ce que vous pensez que la loi de 2004, il faut l'étendre au lycée, à la voie publique? Chacun aura son droit de réponse. À la fac, tu veux dire, parce qu'il est déjà au lycée. À la fac, excuse-moi, à la fac et aussi sur la voie publique. J'aimerais ta réponse, Garen, s'il te plaît. On va tous être d'accord. Alors, moi, sur la voie publique, non. Par contre, à la fac, je voudrais bien, oui. Parce que c'est un lieu d'enseignement, on n'a pas à venir montrer ses faits religieux. On n'a pas à se balader ni avec un voile, ni avec une croix pectorale de 2 mètres sur 2. Ni avec un t-shirt de Jean-Marie Le Pen. Vas-y, Inès, on t'écoute. C'est pas. Alors attention, les signes ostensibles ou ostentatoires, ils ne sont pas que religieux. Ils politique et. Vas-y, Inès, je t'écoute. Moi, je pense pas. Après, je suis peut-être un petit peu idéaliste, mais où j'aimerais que voilà, tout le monde vive avec leur religion et que tout le monde se respecte, parce que je vois pas. Moi, ça me dérange pas. Je veux dire, toutes mes amies à l'école, elles viennent avec des t-shirts avec des croix qui sont magnifiques. Des fois, ça ne me dérange absolument. T'es à l'école? Quelle école, Inès? À Marseille. Moi aussi, mais moi, mon école, elle est à LA. C'est pour ça que j'y vais pas trop en ce moment. Mais non, mais tout ça pour dire que voilà, moi, ça me dérange absolument pas. Donc, je vois pas en quoi c'est dérangeant. Donc, non. Est-ce que les gens, moi, je pense que ça devrait être. Tais-toi, Garen. Vont à l'église parce que je suis pas sûr. Pas Paul. Moi, 4 mots, tout pareil qu'Inès. D'accord, super. Comme Khaled l'a dit à l'époque, comme il a déloué. Moi, je suis d'accord. Juste, je rebondis un tout petit peu là-dessus, mais je suis d'accord avec. Tu rebondis sur Inès, du coup. J'ai déjà fait cette vanne. En tout cas, moi, je suis d'accord. C'est-à-dire qu'effectivement, on est dans un pays où on a eu dans le passé, notamment en 1905, au moment de la persécution contre les chrétiens, cette fois, une laïcité qui s'est. Est-ce que tu veux étendre cette loi? Est-ce que tu veux l'élargir? Je suis pas pour une laïcité militante qui vise, en fait, sous couvert de lutter contre l'expression du fait religieux, à invisibiliser la religion elle-même. Ça n'a pas de sens. J'aimerais savoir ce que dit Fatima, et puis je pense qu'elle va représenter un peu la pensée féministe à ce niveau-là. Effectivement, la neutralité religieuse, donc elle concerne les agents de l'État, les fonctionnaires, et pas les usagers normalement, à part dans les écoles, les lycées et les collèges. L'université, pour moi, c'est un moment fort de politisation. C'est vrai que c'était des moments très forts quand j'étais à la fac. Alors moi, j'avais tellement poussé cette politisation que j'avais bloqué ma fac parce que c'était pile poil au moment du mouvement anti-CPE. Et je pense que ce sont... T'es une racaille, toi. On sent la rebelle. À l'université, il y a plein de thésards, d'intervenants qui viennent de la société civile, et
je pense que là, on est adulte, on est majeur et on peut passer complètement outre en tant qu'usager des services publics. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que on est dans un débat là tout de suite d'essayer d'étendre au maximum la loi de 2004. C'est-à-dire, et à chaque fois, il y a un malentendu dans l'opinion publique sur le sens de la laïcité. C'est-à-dire que maintenant, pour émanciper les femmes voilées, soi-disant, il faut les empêcher de travailler, à faire étam, il faut les empêcher d'aller à la plage. Il faut les empêcher de se voiler aussi. Il faut les empêcher de se syndiquer, l'affaire de l'UNEF avec Myriam Pouchtou. En fait, il faut les empêcher de chanter, alors toute la pression qui est faite pour que Menel se barre. Il y a même Éric Ciotti qui propose qu'une femme voilée ne soit plus admise à l'hôpital public. Exactement. Non, et vous imaginez, alors les médecins, ils ont de l'éthique, c'est-à-dire qu'ils voient une femme sur un brancard, bien sûr qu'ils vont pas lui demander, donc ils vont se mettre hors la loi si ça s'était fait. Donc c'est ça ce que je veux attirer l'attention, c'est que maintenant, l'idée complètement paradoxale, c'est qu'on dit pour émanciper les femmes voilées, tous les chemins d'émancipation, c'est-à-dire assister à des débats politiques, se syndiquer, se battre, machin et tout, rapidement, Garenne. Madame Bellemare aime tellement la liberté de la femme qu'elle veut interdire les hôtesses sur le Tour de France. Des femmes qui sont volontaires et qui sont très heureuses de faire de ce métier. Alors, si je peux me permettre... Vous êtes pour le voile partout. Bien sûr que si, parce qu'on je vous mets tout de suite à l'aise. Je vous mets tout de suite à l'aise. Si demain, un métier ou une compétition sportive dit que pour recruter des hôtesses, il faut absolument qu'elles soient voilées, eh ben, je serai la première à monter au créneau. Mais moi, vous m'avez jamais entendu être assez folle pour dire que les femmes qui s'habillent comme les hôtesses non, vous avez voulu juste interdire un métier. Oui, mais ce sont ces femmes-là, c'est le collectif. C'est l'image que représente ce métier. Le collectif Patapotiche, c'était des hôtesses. Et ces hôtesses-là ont demandé... exactement la même. Bien sûr. Non, mais puisque c'est exactement la même. Non, c'est pas la même, puisque c'est pas des usagères. Vous décidez pour les femmes, c'est pas bien pour elles. Laissez-moi vous répondre. Vous décidez pour elles. À peine avais-je fait cette pétition qu'un collectif de femmes hôtesses s'est créé. Vous pouvez les joindre. C'est Patapotiche. Après, il y a eu plein de médias qui ont rendu compte que ces femmes qui parlaient du sexisme, des agressions sexuelles, des problèmes au moment du Tour de France, et qu'elles ont dit que dans leur métier d'hôtesse, qui à la base était l'accueil, était la gestion des vestiaires, etc., il y a eu une extension petit à petit. On a commencé à créer des hôtesses pot de fleurs qui vont être en bout de salle, qui vont faire des bisous sportifs, machin et tout. Et elles-mêmes ont pris la parole sur cette question-là. Mais j'ai jamais demandé à ce que les femmes dans telle tenue soient chassées de l'espace public. On connaît votre combat. Garenne. Je voudrais juste finir là-dessus. Marion Rousse, qui était une ex-cycliste professionnelle et une ex-hôtesse, avait trouvé la démarche ridicule et qui rabaissait le travail des hôtesses. Et elle disait que quand elle était encore cycliste professionnelle, sur le podium, parfois c'était des hommes qui venaient lui donner. Oui, on le sait. Mais il y a eu d'autres hôtesses qui étaient d'accord avec moi. Comment est-ce que vous pouvez vouloir vous êtes contre la liberté, vous voulez empêcher des femmes majeures, vaccinées, qui aiment leur métier, de faire leur métier. Par contre, le voile, ça va. Le voile, ça va. Ça n'a rien à voir. Le voile, c'est pas un métier. Non. Encore une fois, si une compétition sportive dit qu'il faut embaucher des femmes à condition qu'elles portent le voile, je serai la première à dire. Fatima, toi, tu Vous êtes contre la liberté des femmes. Attends. Fatima, toi, tu étais contre. C'est-à-dire même celles qui veulent être hôtesses, c'est-à-dire qu'ils avaient envie d'être hôtesses. Tu étais pour leur interdire ce métier ou tu étais pour la liberté justement? Mais non, mais le métier d'hôtesse, il existe encore. Bien sûr. On en a besoin partout. C'est la conviction qui nous intéresse. Ce qui s'était fait et qui a été d'ailleurs abandonné par plein de compétitions, c'était les femmes qui étaient invitées à faire. Je suis totalement d'accord. La question à laquelle j'aimerais que tu répondes, tu étais pour interdire ce métier même pour des femmes parce qu'on a vu certaines monter au créneau pour dire moi j'aime ce métier, il m'a permis de payer certains trucs quand j'étais à l'école. Est-ce que toi ce que tu prônais c'était l'éradication totale de ce métier ou est-ce que tu es plus dans une liberté et que la femme puisse décider contre cette mission, cette extension qui a été faite? Et d'accord, donc tu étais contre. De tout à l'heure quand je parlais de bonne foi, c'est que c'est pas parce que tout à l'heure on était un peu dans le truc inverse, c'est liberté totale ou interdiction totale. À un moment on a interdit en France ce qu'on appelait le lancer de nains. Il y avait une tradition et il y avait des nains et il y avait des nains qui disaient j'assume. Et à un moment, au nom des principes de la République, on disait tout n'est pas permis. C'est quoi cette histoire? Moi, je vais faire une émission sur les lancers de nains. Il y avait des nains. Et c'était honteux. Cette interdiction était honteuse, c'est-à-dire que des nains. Je suis bien contente qu'aujourd'hui il y ait plus. Ils aimaient se faire jeter. Parce qu'ils gagnaient énormément d'argent. Il y avait des compétitions de lancers de nains. C'était lié aux discriminations qu'il y avait pas ailleurs. Pour eux, le juge a décidé pour eux. Ça, c'est encore un coup de Joséphine Ange Gardien. Moi, si vous êtes de bonne foi, le débat, c'est pas l'interdiction totale ou l'autorisation totale, c'est
où on met les amis, on a fait un très rapide sondage, donc personne n'est pour cette extension de la loi, en tout cas autour de ce plateau. Si, moi pour les facs. Oui, pour les facs, d'accord, mais on va pas jusqu'à la voie publique. Non, mais sur quoi c'est 66% qui ont répondu au sondage IFOP et qui disent qu'ils veulent une extension, qu'ils veulent interdire le voile. Et qui sont ces gens-là alors ? Il faut voir la manière dont la question leur est posée aussi, c'est-à-dire que c'est évident qu'aujourd'hui le voile suscite dans la population française, si ce n'est une hystérie, du moins un agacement de plus en plus prononcé, parce que c'est pas leur culture. Il faut se mettre dans la peau aussi de la plupart des gens qui voient d'un coup débarquer un vêtement qu'ils n'ont pas vu depuis des siècles, qui réapparaît aujourd'hui, qui est parfois arboré d'une manière extrêmement communautariste, qui montre une différence entre moi et toi, une barrière entre ma culture et ta culture, qui est aussi un refus d'accepter des valeurs qui sont fondamentales dans toute la culture occidentale. Le dévoilement de la femme, les nus dans la peinture, etc. montre qu'il y a une célébration du corps de la femme qui fait partie, si ce n'est de valeurs, en tout cas de représentation. Le dévoilement de la femme, c'est de la femme. Dans l'art. Ah oui, ok, d'accord. Depuis la Grèce. La femme en général, je pensais que. Depuis la Grèce antique, on a montré la beauté du corps féminin et ça fait partie depuis 2500 ans de nos représentations collectives communes. Et aujourd'hui, le voile qui nie tout cela en bloc apparaît de manière de plus en plus fréquente, parfois plus encore aujourd'hui qu'il y a 20 ans. C'est-à-dire qu'il est de plus en plus arboré par des gens pour qui ce n'était pas forcément une culture d'origine, mais il y a un recentrement sur un islam de plus en plus rigoriste et ce voile réapparaît. Est-ce que alors non, parfois un hijab la quantité, on va venir juste après. Parfois un hijab noir qui est identifié par certains comme étant le même que celui que portent les femmes iraniennes, les femmes en Afghanistan, qui sont des pays où on sait à quel point l'islam cette fois-ci n'est pas tolérant et porte des valeurs qui sont fondamentalement opposées aux nôtres. C'est normal que ce vêtement suscite une inquiétude. Vous savez ce qui est les gens réagissent simplement là-dessus en proposant une interdiction. Je suis pas sûr que ce soit la bonne méthode, mais en tout cas ils expriment une colère ou un agacement. Ce qui est marrant, et puis ta réflexion est super intéressante parce que pendant la colonisation française en Algérie, ce qui était super marrant, je sais pas si vous êtes au courant, mais dévoiler les femmes. Voilà, exactement. En fait, si vous voulez, il y avait des cérémonies de dévoilement et il y avait à peu près on retrouvait un petit peu les idéaux dont vient de parler Paul, c'est que l'homme justement qui était qui était en tant que colon, donc qui avait besoin de cette suprématie, il avait besoin de se sentir dominant par rapport à la femme, ça le dérangeait, ça l'irritait que ces femmes soient voilées. En plus de ça, elles étaient souvent voilées pour ne pas montrer leur corps aux gens du peuple, c'est-à-dire aux gens qui avaient un rang social inférieur au leur. Donc ça a posé énormément de problèmes. On a forcé des femmes à se dévoiler, on a fait des cérémonies, il y avait des messages de propagande. Le maréchal Bugeaud était totalement contre et leur but c'était de dévoiler la femme. Quand ils y sont pas réussis, ils ont commencé à faire des peintures. Il y a beaucoup de tableaux où on voit des femmes justement voilées mais à poil, exactement. Et c'est marrant parce que quand tu dis justement que ici en France on n'est pas habitué à la culture ou au voile, Bilal, tu vas envoyer la vidéo s'il te plaît, l'extrait sur le voile. J'aimerais qu'on revienne et qu'on parle, parce que personne ne l'évoque jamais, j'aimerais juste qu'on recontextualise, ou en tout cas qu'on réexplique, qu'on parle de cette histoire du voile pour ensuite voir la comparaison avec ce qu'on en fait aujourd'hui. Vas-y, Bill. Excellente idée, Camille. Les Grecs et les Romaines ont porté le voile bien avant qu'il ne soit adopté par des femmes juives, chrétiennes ou musulmanes. Il faut savoir que le foulard ou le voile est un accessoire vestimentaire très ancien. Dans l'Antiquité, il représentait le statut social. Les femmes de haut rang avaient le droit de porter un voile, pas les femmes de condition inférieure, et encore moins les prostituées. Après le déclin du monde antique, le voile réapparaît dans les costumes du Moyen-Âge. Il est à la fois parure et signe de reconnaissance des femmes mariées, au gré de variations infinies. Dans les années 1950 et 1960, les stars du grand écran remettent le foulard au goût du jour. C'est l'accessoire indispensable d'une virée en décapotable qui souligne habilement la beauté de la chevelure. Les cheveux ont toujours eu un caractère hautement érotique. Une chevelure abondante est synonyme de sex appeal. Dans la tradition orientale, les cheveux de la femme sont le symbole de la fécondité et exercent sur les hommes un attrait irrésistible. S'il faut les dissimuler, c'est dans l'intérêt des deux parties, pour protéger à la fois la femme des regards de convoitise
et l'homme de l'ardeur féminine. C'était. On parlait de l'affaire de Ménel. Et Paul l'a trouvé. Juste à la télé. C'était pas que à la télé. Je veux pas parler à sa place. On en a parlé rapidement de Ménel, mais. Ménel ne portait pas un voile à caractère religieux, je crois. Je ne suis pas sûr, mais je crois qu'il n'était pas à caractère religieux parce que je connais des gens qui travaillaient dans les coulisses et ils nous disaient que Ménel, en tout cas, ne le portait pas. Okay. Et c'est pas qu'une personne qui me l'a dit, c'est plusieurs. Donc peut-être qu'elle a voulu faire passer un message à travers ça. Ménel, vite fait, pour revenir. Ménel, c'est une Syrienne. Ménel, on lui a reproché que l'État ait pu être complice à un moment dans des... Elle a reproché à l'État qu'il puisse être complice à un moment. Mais excusez-moi, moi demain je suis syrien. J'ai mon pays qui se fait bombarder. D'accord ? Donc la France au début, elle était là, normalement en tant qu'allié, pour arranger les choses. Alors qu'on sait tous c'est la dernière, que la France s'est alliée avec certains groupes à certains moments, qu'elle déclarait quelques semaines avant, mais c'est ce qui se passe avec les Kurdes en ce moment, comme terroristes. Donc à un moment, une personne qui a vécu le conflit en interne et qui va dire la France y est pour quelque chose dans ces attentats, la France y est pour quelque chose dans cette guerre, je suis désolé. Si tu pousses la liberté d'expression de Zemmour, on parle pas. Elle ne vit plus en France aujourd'hui. Donc voilà, donc tu peux être content. Il y a une place. Il y a une place. Que les gens viennent en France. Non, mais il y a une place. Il y a une place de libre en tout cas chez The Voice et je sais que t'aimes bien pousser un peu la chansonnette. Non mais voilà, après c'est juste, je trouve que ce problème-là de Ménel, en fait, reflète bien ce qui peut se passer dans la société aujourd'hui. Attention les Arabes, si vous dites quelque chose, ça va être directement, vous êtes directement des salafistes parce que vous êtes déjà des musulmans ou des islamistes. Vous êtes déjà des musulmans. Donc entre musulmans et islamistes, on est déjà dedans. On est déjà dans la case. C'était un acte politique parce que c'était, je pense, le président de Génération Identitaire qui était allé fouiller. Il était là la semaine dernière. D'ailleurs, à 2 ans. Génération Nationale. Mais il a dû remonter à 2 ans pour aller trouver le tweet problématique qui était même pas un appel, c'était pas quelque chose qui appelait. Non, elle était sceptique. Elle n'y croyait pas. Comme plein de gens n'ont pas cru au 11 septembre, etc. Et donc, ils ont mis une telle pression. Tout à l'heure, vous disiez que ça tombait pas sous le coup de la loi. Non. Effectivement, et ben n'empêche que sous la pression, elle s'est fait virer de The Voice. Et voilà. Il y a eu une campagne de cyberharcèlement. Elle a pas perdu. Mais vous voyez bien, Zemmour, il a été condamné, il y est encore. Au-delà de la loi, on le recrute. De la loi, il y a une telle pression que. On fait un débat sur Balance ton port là. Non. C'est quoi qu'il en soit symptomatique. Parce que justement, on s'est éloigné de cette vidéo qui nous fait un petit peu l'histoire du voile. Donc voilà, c'était juste pour recontextualiser. Le voile a eu plusieurs messages. Il a été porté par différentes religions. Il est encore porté aujourd'hui par différentes religions, mais on met le doigt sur l'islam. Quel est le problème avec ce voile ? Je t'écoute, Garen. Mais on parle pas de la mantille que mettaient les arrière-grand-mères françaises, parce que moi je suis pas d'origine française. Mais le problème, c'est aujourd'hui on parle pas du voile, c'est pas le bout de tissu le problème. Tout le monde s'en fout du bout de tissu. C'est le message qui est derrière. Bah, visiblement non. Tu peux pas dire ça. C'est bien sûr que aujourd'hui, c'est le message qui est on fait la guerre au voile aujourd'hui. Tu peux pas dire ça. Le voile musulman, on parle que du voile musulman. Il y a pas du voile musulman. Le voile musulman, c'est comme on disait dernièrement dans les vidéos. On disait le voile islamique. Le voile islamique, ça ne se dit pas. Mais le voile s'appelle voile. Ça ne dit pas. Le seul sujet aujourd'hui, c'est le voile que portent les musulmanes non intégristes. Si tu dis ça, d'accord. Parce que le voile. Aujourd'hui, le seul sujet, c'est le voile. Le voile s'appelle voile aujourd'hui à cause de nous, et le voile s'appelle voile islamique parce que. Oui, mais voilà, c'est nous qui connotons ce voile. Alors est-ce que. On ne parle que de celui-là. Arrêtez de nous expliquer que sous la Grèce antique, il y avait des gens qui se voilaient. C'était pas au-delà de là. Ce que je veux savoir. Non, c'est historique. 2 secondes. Après, je vous donne la partie. Je vous donne la parole, les gars. Dans les années 60, les femmes, elles portaient un voile. Oui, non, mais bien sûr. Non, ce que je veux. Hermès, pas les ouvrières. Garen, la question que je. 2 secondes, les amis. La question que je te pose, Garen, et que je veux savoir, quand on connaît l'histoire du voile, etc., même si tu veux appeler ça un voile islamique, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on met tous les problèmes qu'on a avec l'islam sur ce voile, sur ces mamans, parce que le voile, c'est la pointe de l'iceberg de l'islam. C'est ce que je disais la semaine dernière. Le voile, c'est ce qu'on voit. C'est pour ça qu'on en parle, parce qu'on sait qu'en dessous, il y a tout l'islam en dessous. Et les Français, en fait, ils ont pas un problème avec le voile, ils ont un problème avec l'islam. Parce que dès qu'il y a un attentat
attentats, on sait que c'est des préfère entendre islamistes. ça, du coup, Donc voilà. ils font l'amalgame islam. Voilà, je préfère entendre ça. Comme tu viens de faire. Non, justement, je viens Tu de penses dire, qu'ils ont un ouais. problème avec l'islam, Mais bien concrètement. sûr, parce Ok. qu'ils pensent islam égale On est islamisme. d'accord. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un mec qui fait un attentat en France, c'est un musulman. À chaque fois, Intégré. à chaque Oui, fois, oui, à chaque en fois, France, à chaque depuis fois, à chaque fois, 1995. à chaque fois qu'il y a En un France, attentat, oui. à En chaque France, fois. oui. Donc en fait, en gros, France, quand il y a une tuerie, c'est un déséquilibré. Quand quelqu'un tue Oui, des personnes, c'est un déséquilibré. Mais si vous c'est un savez, musulman, quoi c'est la un. différence entre un attentat. Mais Oui, non, 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 mais non, non, en mais. fait, il y a une idéologie derrière un attentat terroriste. Une c'est-à-dire qu'il y a revendication. idéologie. Oui. Un mec qui rentre et qui tire sans raison et qui dit qu'il a pas d'idéologie, ça s'appelle pas un attentat, ça s'appelle un fou ou un tueur de masse. Mais ça s'appelle pas un attentat. Un attentat c'est égale pas ça. idéologie. Non, non, là c'est pour Terrorisme égale le idéologie. terrorisme. Voilà, mais pas on parle l'attentat. d'attentat terroriste. Oui, pardon. d'accord. Inès, qu'est-ce que tu penses de ça? Pourquoi est-ce que les gens aujourd'hui prennent le voile comme le problème de tout ce qu'il peut y avoir avec le monde musulman aujourd'hui? Parce que je pense qu'ils le comprennent pas, en fait. Je pense qu'ils le comprennent pas. Moi, j'ai plein d'amis qui portent le voile et j'ai des amis dont les parents ne sont absolument pas pratiquants. Mais quelle connotation mauvaise à ce voile pour qu'on on l'incrimine autant? Mais je comprends pas. Moi, je Mais non, comprends mais pas, on comme les tu dis, conditionne à penser comme ça. Le voile, on sait qu'il y a tout l'islam en dessous. Là, les gens les comprennent comme ça. Mais où est le problème en fait? Où est le problème? Voilà, parce que vous voyez pas. Parce qu'en fait, le vrai problème, le vrai problème, c'est les islamistes. Ce qu'il faut. Mais sauf que les islamistes, ils sont musulmans. Non, mais après, c'est pareil. Ce qu'il faut combattre, c'est les extrémistes et pas le aujourd'hui. Alors, c'est comme si tu disais les gens d'extrême droite sont majoritairement blancs, donc tous les blancs sont d'extrême droite. Ouais, c'est vrai. C'est ce que beaucoup disent, ouais. Non, mais par contre, quand elle utilise le mot extrémiste, je suis d'accord avec elle. C'est pareil que le mot voile, islamiste, ça c'est pareil. Aujourd'hui, on dit islam et islamiste parce que aujourd'hui c'est le vocabulaire qu'on a bien voulu accepter. Ouais. Mais en vrai, dire quoi? islamisme. Non, mais islamisme, c'est la même chose. Oui, tu dis extrémiste ou tu dis terroriste, c'est beaucoup mieux que islamiste, je pense. Après, je sais pas si la définition de islamiste est arrivée dans le Larousse ou dans le Robert. Non, mais pour de vrai, je me pose vraiment la question parce que le fait d'utiliser visibilité. Je pense vraiment que le mot d'utiliser le fait d'utiliser le mot islamiste pour incriminer ces terroristes là, eh ben ça met tous les musulmans, parce qu'on est tous, enfin tous les musulmans sous cette religion qui est l'islam. C'est pas la faute des non-musulmans. Non mais enfin c'est pas la faute des musulmans non plus. La seule chose, c'est pas la faute. Non mais on lave la. c'est pas ça que je suis en train de dire, Gareth. Je dis juste que les musulmans. Je dis juste que le fait a cassé la gueule aux extrémistes. Le fait, ça se passe déjà. Bien sûr. Ça se passe déjà en Syrie. Les fiches de toutes les mosquées extrémistes, au lieu de virer les imams, on les laisse. Mais c'est leur boulot. Pourquoi ce serait notre boulot? En fait, pourquoi ce serait aux musulmans lambda de le faire? Mais pourquoi ce serait aux musulmans de s'occuper d'un problème religieux interreligieux? Moi, ce serait une partie des citoyens français qui sont musulmans. Mais les musulmans lambda, c'est l'islam. Ici, le Coran, quand le musulman lambda, il se reconnaît pas dans ses faits. Il se reconnaît pas. Donc pourquoi ce serait à nous en fait? Ce serait aux musulmans lambda. Et donc ce serait à qui? D'aller en fait. Ok, donc c'est à qui? C'est à qui de le faire? C'est au RG, bien sûr. C'est au RG. La seule chose que je voulais te dire, c'est qu'on pousse aux amalgames, moi je pense, en appelant ces extrémistes ou ces terroristes islamistes, parce que voilà, c'est la même étymologie, c'est le même mot, c'est la même base. Vas-y Fatima. Donc effectivement, le contexte où on est, c'est qu'il y a un projet politique qui s'appelle l'État islamique, qui a des stratégies pour recruter, et je comprends que ça inspire beaucoup de sentiments d'impuissance, que leur stratégie de propagande soit tellement bien faite que monsieur et madame tout le monde qui décident d'entrer et de porter ce projet de l'État islamique puissent, avec les moyens du bord, organiser un attentat. Et donc face à ce sentiment d'impuissance, la seule façon qu'on a, c'est de jeter en pâture chaque musulman en se disant qu'après tout, ces islamistes... J'aimerais te poser une question. Juste par rapport à la question du voile, je suis désolée, tout à l'heure vous disiez c'est un voile noir et tout. C'est pas du tout un identifiant assez fort que la couleur. Ouais. Je peux vous dire que en tant que marocaine, je parlais de monsieur, le voile noir a été porté par une partie de ma famille, c'était plutôt un identifiant rural par ailleurs, et ça n'avait rien à voir avec une appartenance avec non mais c'est juste pour te dire, les femmes... Non, deux secondes Fatima. Les femmes, en fait, qui se voilent, elles prennent le voile qui est propre, qu'il soit noir, rose ou vert ou jaune. Ça dépend des traditions locales. Mais pas chez nous. Porte que le même type de voile. Oui, c'est c'est quoi chez nous? Non mais c'est quoi chez nous? Pas chez les. Il a dit pas chez nous. Oui, pas chez les gens qui ont un islam normal entre guillemets. Deuxième juste des gens qui vont pousser. Je reprends là-dessus et après je vous laisse finir si vous voulez. Juste, c'est devenu le symbole aujourd'hui d'un islamisme politique, voire éventuellement terroriste. Et parce qu'il y a eu des attentats
attentats qui ont été commis par des gens dont la femme portait ce voile-là. Simplement, vous avez des gens comme par exemple la très courageuse Latifa Ibn Ziaten, voilà, qui a choisi. Redis-nous à la Wakbar, s'il te plaît. Avant la fin de l'émission, tu nous le refais. Alors Wakbar. Alors, qui a eu le courage de dire, je sais de quelle signification ce voile est revêtu et je vais choisir de porter un foulard plus sobre parce que je veux montrer que mon fils a été assassiné par une barbarie qui est assimilée à ce symbole-là. Mais qu'est-ce que j'aimerais qu'on ait tous ce bon sens. Franchement, là c'est tortillé du cul pour chier droit, mais vraiment, là c'est là on se casse le cul en prenant Latifa en exemple. Oui, Latifa finalement maintenant aujourd'hui. Alors si même elle est simée, franchement, je suis pas sûr qu'elle est musulmane. On va pas demander à toutes les femmes qui décident de porter un voile noir de faire ce genre. La deuxième chose, c'est par rapport à la diffamation. Mais dans ces cas-là, on peut leur. Vas-y Fatima, vas-y. Par rapport à la diffamation, ce qui n'est pas normal aujourd'hui, c'est que cette femme qui était au conseil régional où on n'a aucune information sur une quelconque radicalisation. Elle est déjà radicalisée pour les gens. Odoul, il a osé dire face à moi devant LCI que c'était une salafiste, qu'il avait l'information. Zineb El Razoui a osé dire que c'était une islamiste. C'est pas possible. On l'a le patron du Figaro, le red chef du Figaro aussi. Et il a dit à peu près la même chose. Il a dit, j'encourage cette femme à porter plainte pour diffamation parce que c'est pas possible de projeter sur une femme lambda le sang de choses criminelles. Et dernière chose, Julien Audoul lui a même dit, il a dit ça devant elle et devant son gamin. Par rapport aux attentats qui ont eu la préfecture, c'est ignoble que vous soyez ici. C'est-à-dire qu'on est dans un tel sentiment d'impuissance que quand on n'arrive pas à aller soutenir les armées kurdiens, les gens qui font vraiment la guerre à Daesh, tout ce qui nous reste, c'est madame, tout le monde qui était venu accompagner sortie scolaire, et on lui fait poser sur ses épaules la responsabilité des choses. Vas-y Paul, rapidement par contre. Fatima, mais on a un point commun tous les deux, je pense, c'est que cette polémique nous fatigue l'un comme l'autre. Oui. Moi, je n'en peux plus. Les premières concernées d'abord. Mais peut-être. Mais j'en peux plus, moi, de voir qu'on a discuté pendant une heure savoir si Éric Zemmour devait intervenir dans les médias ou pas, et que quelqu'un comme Julien Audoul, qui n'est pas un invité quotidien ou hebdomadaire des chaînes de télé, est capable d'imposer pendant 10 jours une séquence de polémique. C'est son moment de gloire. Il a fait son coup de com', magnifique. Parce qu'il connaît la loi, c'est un élu. Il sait comment marche le conseil. Bien sûr. Il a fait ça exprès. Et c'est symptomatique que les chaînes. On reparle pas, s'il vous plaît, de Julien Audoul. On passe à autre chose, s'il vous plaît. Ça fait 10 jours qu'on parle que du voile, que ça s'hystérise. C'est pour ça que je vais vous. Envie de continuer à s'enliser dans une polémique où toutes les postures sont hypocrites. Du Rassemblement National qui instrumentalise un carré de tissu pour en faire des siennes et pour arriver ensuite dans le débat public en conquérant. Et Marine Le Pen a été nommée. L'argument de l'islamophobie pour ensuite si vous êtes au courant de ça. Le couplet de la victimisation à chacun de ceux qui se sentent obligés d'avoir un avis, savoir s'il faut légiférer une nouvelle fois sur le voile, etc. Toutes ces postures sont hypocrites et j'en ai marre, ça me fatigue. Qu'on parle d'autre chose. C'est pas fini, malheureusement. Vous savez que Marine Le Pen a été désignée membre de la commission d'enquête parlementaire sur les défaillances et ont conduit à l'attentat islamiste. Islamiste. Elle a le droit, alors. De la préfecture de police et la première réunion se déroulait. Juste un dernier mot. Pourquoi ça va pas aider, je pense. On parle d'autre chose. Oui, un dernier mot. Pourquoi est-ce que le voile pose problème entre guillemets? Hegel disait à partir d'un certain nombre, la quantité devient une qualité. Et par la qualité, il voulait dire qu'il change les propriétés structurelles. S'il y avait 10 personnes voilées en France, personne n'en parlerait. Hegel, c'est un aigle qui a dit ça. Hegel Aïcheri. C'est bon le gars. Donc en fait, la quantité devient une qualité. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui portent le voile, ça devient de plus en plus visible et c'est pour ça que ça commence. On va en parler juste après. J'aimerais juste vous poser une question avant qu'on passe à ce sujet. On fera pas de pause parce que on n'a pas le temps. Il reste plus que 16 minutes d'émission. J'aimerais te poser une question à toi, Latifa. J'aimerais savoir si Fatima, pardon. Amalgame, sexy. Femme, arabe. Tu sais, ouais, je vais fermer ma gueule, c'est mieux. Je vais pas faire de vannes un peu trop tendancieuses. Est-ce que tu penses que le voile peut représenter une liberté d'expression ? En tout cas, c'est une tradition qui s'est transmise, qui fait que, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, des femmes, pour des raisons, ou bien parce qu'elles ont la foi, ou bien parce qu'elles ont vu leur mère et leur grand-mère le porter, le portent. Donc pour moi, les significations sont trop diverses pour les mettre derrière le même drapeau et le même mouvement. Tu penses qu'il peut représenter une liberté d'expression ou forcément la soumission de la femme à son mari, Dieu. Non, il peut pas être forcément, et très franchement, je connais des militantes voilées, je peux vous dire qu'elles sont dures à cuire et c'est pas demain que... Aïk, qu'est-ce que tu en penses ? Si la personne prend le choix de, comme tu as très bien dit, de se soumettre à Dieu, c'est sa liberté à elle, donc oui, ça peut, entre guillemets, représenter une liberté d'expression. Pour beaucoup de musulmans, le voile représente moins une soumission à Dieu, on emploie ce mot-là, un ordre masculiniste des choses, qui est que... C'est le patriarcat, le voile. Doit se cacher au regard des hommes. Non, mais aujourd'hui... Le patriarcat, c'est de se positionner
derrière le regard subjectif masculin. Par exemple, tout à l'heure, quand vous disiez, pourquoi tu la lances sur les sujets féministes Encore une fois, je situe la valeur selon toi. Oui. Et donc, ce n'était pas pour ça l'émancipation, c'est le plaisir de la vidéo était tellement jolie, c'était triste de la voir se voiler, vraiment. Voilà, donc en fait, je peux pas supporter qu'elle ne soit pas à la disposition de ton regard. Et c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé aussi avec la colonisation. C'est marrant. Les luttes féministes, c'est les femmes en burqa. Ça, c'est les féministes qu'on tout compris. Allez, vive la burqa. Une féministe peut être en burqa. Moi, je pense que tout le monde. Totalement compatible. Oui, c'est son choix. Franchement, elle se sent mieux comme ça. Je vais te dire un truc. T'as des femmes même qui sont pas forcément féministes, qui portent pas de burqa, mais qui peuvent décider que tous les autres êtres humains ne méritent pas de l'avoir. Tout simplement. Et elle peut se positionner au-dessus de tout. Être autant libre de se dévêtir comme de se vêtir. C'est ça, exactement. Un point d'équilibre quand on a défini le fait que la République doit se vivre à visage découvert et que s'il y a un obstacle fondamental à la vie en société, c'est la dissimulation du visage. On est d'accord. À partir de là, bien sûr. Est-ce que tu peux répondre à la question, Paul, s'il te plaît? On a épuisé le sujet. C'est-à-dire qu'une fois que les visages sont non dissimulés, qu'on peut reconnaître une personne, on n'est plus dans le domaine de la loi. Est-ce que le voile n'interdit pas de poser la question de savoir si le voile est souhaitable? Et on a le droit, j'espère, de dire que c'est pas souhaitable que les femmes se voilent. Alors réponds à la question, est-ce que le voile, selon toi, peut représenter une liberté d'expression, oui ou non? Bien sûr, j'ai dit que la liberté c'était dangereux. Tous les dangers sont possibles. Garen? Bien sûr, elle a la liberté de se soumettre à Dieu, ouais. La liberté de se soumettre à Dieu. Parce que le voile, c'est la soumission à Dieu. Non. En tant que tel, la soumission à Dieu est un signe. Attention. Non, je vais me permettre moi de faire un petit point sur l'émission. Personne n'est islamologue ici, donc là on parle juste. J'ai fait des cours d'islamologie. Oui, moi aussi, je suis ami avec Rachid Benzine sur Instagram. Mais j'ai pris un kebab. Non, mais on le fera. Juste, je veux pas qu'on rentre dans des délires de religieux, de pourquoi. Mais moi, je peux vous donner un exemple. Ni dans le Coran, ni dans le vivant, c'est-à-dire les hadiths du vivant de Mahomet, il y a eu une prescription du voile. C'est apparu 2 siècles après parce qu'on était en train de construire un tissu législatif, puisque en fait le Coran. Un tissu, toujours. Parce que en fait, on est parti du principe que le Coran, qui était censé être la parole de Dieu, et les hadiths, qui étaient censés être l'exemple de la vie du prophète, les hadiths, ils sont 2 siècles après. Donc en fait, la théologie, se sont réunis pour dire que le voile était même obligé pour les femmes musulmanes. C'est plus culturel, on le sait très bien. Il était pré-islamique déjà, le voile. On a inventé de toutes pièces des vêtements qui n'existaient pas 20 ans auparavant, comme le burkini aujourd'hui. S'il te plaît. Ça va aller trop loin. Les vêtements. Alors le burkini est interdit dans les pubs. Franchement, non mais le burkini, c'est la pire blague de tous les temps. C'est-à-dire que moi, j'ai vu toute ma vie des gens, des nouaches mettre ce truc-là parce que foutais de leur gueule. Ils aiment, mais bien sûr. De toute façon, ils n'ont pas besoin de mettre ça pour que je me foute de leur gueule. Ils le savent très bien. Mais non, mais pour de vrai, c'est pas juste parce que voilà, ils aiment pas bronzer, ils veulent garder un teint blanc. Quand le burkini, quand on a appelé ça un burkini et qu'on a convié ça aux Arabes, c'était d'avoir fait un jeu de mots avec burqa qui lui cache le visage. Non mais c'était très marrant. Camille, sauf que maintenant aujourd'hui, si t'as des associations musulmanes communautaristes qui utilisent le burkini justement pour promouvoir l'islam et pour les horaires de piscine séparés et pour créer des polémiques à la con aussi, ça existe. Mais bien sûr, moi j'ai envie de dire une chose. Alors justement, pour pas qu'on aille jusqu'aux histoires d'horaires séparés, mais laissez-les se baigner, laissez-les se transformer en orques et laissez-les se baigner. Voilà, faut arrêter de en rose de la tête aux pieds, personne te dira rien. C'est exactement ça en fait. Et quand on commence à interdire le burkini, après c'est terminé. Là après, le Conseil d'État a tranché, c'était pas possible. Est-ce qu'on peut mettre des tongs? Est-ce qu'on peut mettre un truc entre les doigts de pied? Non mais franchement, bien sûr que la chaussette évidemment. Un habit juste. Ça devient n'importe quoi. Et j'aimerais. C'est interdit. C'est ce que je dis. J'aimerais. Tais-toi, s'il te plaît, merci. J'aimerais juste donc on revienne parce que là, tout le monde fait de la langue de bois, alors que le voile est vu et pris, enfin la pensée de ces personnes qui le mettent est constamment prise en otage, parce qu'on dit toujours que ces femmes mettent le voile par soumission. On a entendu tous les arguments, on le sait très bien. Je vais pas faire de scoop en disant ça. Les femmes voilées sont soumises à leur mari ou à Dieu. Dans les quartiers, on reconnaît plus les quartiers d'avant. Il y a que des femmes voilées ou des trucs halal.
j'ai envie juste de vous poser la question. On pourrait le dire 100 000 ou 1 million de fois, ça reste vrai. Les gens ne reconnaissent plus leur quartier. Non mais bien sûr. Est-ce que ces gens-là reconnaissent plus le quartier? Ils reconnaissent plus le quartier dans lequel duquel, enfin Morano elle disait mais mon quartier comme elle s'est embourgeoisée. Ça y est c'est fini. On cherche tous. Ne pensez pas que les Arabes ou les communautés ou les Renois ou n'importe qui en 60 ans a changé de visage. Ce que je veux te dire c'est qu'il y a en fait le débat s'il vous plaît 2 secondes. Le débat ou la parole qu'on entend le plus souvent c'est ils sont parqués dans leur quartier, ils font du communautarisme. Mais vous pensez qu'ils sont contents d'être dans ces quartiers, de vivre entre eux? Est-ce que vous pensez que si demain... Ils aimeraient bien vivre dans le 7e ou dans le 16e en détente. Attends, est-ce que vous pensez... Vas-y, la semaine dernière, on les a pas parqués dans les cités. Dans ces cités, il y avait des Portugais, des Espagnols, des Italiens. Mais tu parles des années 60, on parle d'aujourd'hui. On parle d'aujourd'hui. C'est eux qui veulent vivre en communauté. On parle d'aujourd'hui, bien sûr. Il y a plein de places dans le Berrichon. Pourquoi ils vivent dans le Berrichon? Attends, tu parles... Il y a plein de places, ils se mettent ensemble parce qu'ils veulent vivre ensemble. On va pas en parler. Il y a des quartiers de Togolais et il y a des quartiers de Camerounais. Mais arrêtez de vous foutre la gueule du monde. C'est pas vrai parce que déjà tous ces gens-là vivent dans des quartiers ou vivent dans des HLM parce que c'est pas cher. Donc tu peux pas te dire quand tu sais la galère que c'est pour avoir un HLM, tu peux pas dire qu'ils vont choisir s'ils vont habiter dans le bâtiment 7 ou le bâtiment 1. Mais je te parle pas du bâtiment, je te parle du département et de la ville. Alors tu as déjà vu une ville où il y a que des Togolais dans un quartier? Alors ça je te mets ma main. Alors tu reviens la semaine prochaine pour nous apporter. Alors je te jure, c'est impossible. Des extraits vidéo des gens des HLM qui s'occupent de l'attribution des HLM qui disent on va les mettre ensemble sinon ils s'entretuent les mecs. C'est impossible. Des vidéos des gens de l'attribution de des barbares, on va pas s'entretuer parce qu'on est entre Arabes. C'est des gens du parti communiste qui s'occupent de l'attribution des HLM dans 93 qui le disent. Vous vous calmez tous, sinon je me lève et je fais une coupole ici là. Je fais du breakdance, faites gaffe. Non, Bilal, s'il te plaît, je veux la vidéo avant qu'on termine de Yacine Bellatar pour qu'on puisse imager. Il manquait que lui. Pour qu'on puisse imager justement l'oppression que peut subir certaines personnes. Enfin, il y a des personnes qui prennent mal ce genre de discours, on l'a entendu. Bon, c'est pas non plus les plus grands débatteurs du monde si je parle de la fouine, de la crime ou des autres, mais on a vu beaucoup de vidéos et j'aimerais que tu balances le petit message de Bellatar. Vas-y Bilal. Le fait d'être français de confession musulmane pose problème non pas à ce pays, parce qu'entre nous Français ça va plutôt pas mal, mais vu que le pouvoir est centralisé et jacobin et que tout se passe à Paris, ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui, d'un point de vue médiatique, politique ou autre, c'est un vrai problème d'être musulman. Donc la vraie interrogation aujourd'hui c'est de savoir jusqu'où ça va aller. Vous dites, je suis déçu que certains ministres que vous avez choisis, vous vous adressez au président de la République, ne supportent même pas l'idée de voir une femme voilée sur le territoire. Vous pensez à quel ministre? Ben là, c'est plutôt simple. Vous êtes un journaliste émérite, et il s'appelle Jean-Michel Blanquer. Voilà, c'est le ministre. C'est à lui en particulier que vous pensez. Ben, ce qui est triste, c'est qu'on a un ministre de l'Éducation nationale qui n'est même pas éduqué. Donc voilà. A priori, moi, je lui demanderais plus de s'occuper de la situation précaire de beaucoup de professeurs, puisqu'il y en a même des directeurs qui s'immolent. Je pense à cette directrice qui s'est immolée dans le 93 dans une école, que de savoir si une femme voilée peut accompagner une sortie ou pas. Donc voilà, Jean-Michel Blanquer, j'en pense pas le plus grand bien. Je trouve que c'est... En plus, techniquement, c'est plutôt un ministre qui connaît bien son sujet, mais j'aimerais savoir de quel droit maintenant il rentre sur des notions de vivre ensemble. Moi, si j'étais lui, j'éviterais de mettre les pieds dans le 93. Puisque il vient même de là-bas, il a travaillé là-bas. Mais puisqu'il insulte toute une frange de professeurs qui déjà, les pauvres, ont peu de moyens, font en sorte de travailler sur le vivre ensemble dans des lycées précaires ou des collèges précaires, comment aujourd'hui on peut annoncer à des mères voilées qu'elles ne sont pas les bienvenues sur le territoire français? Vous voulez dire qu'il est en danger s'il va en Seine-Saint-Denis? Non, pas ça non plus, j'ai déjà assez de problèmes comme ça. Mais le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas être seulement le ministre de l'Éducation nationale du lycée Henri IV. Il y a des collèges aujourd'hui qui méritent un certain traitement. Alors vous allez... Donc voilà, très rapidement, on a pris l'exemple de Yacine Bellatar parce que voilà, c'est un des seuls qui a parlé à peu près correctement. Non, mais c'est la vérité, c'est vrai. C'est juste pour vous exprimer un peu, voilà, qu'il y a des musulmans qui peuvent très mal prendre ce bashing médiatique autour de l'islam, autour du voile, autour des musulmans, qu'on parle de tous les jours. Et je pense que ça a même commencé à gaver les gens de droite, pour vous dire à quel point ils ont poussé le bouchon de champagne à la là, ils nous ont fait chier là ce week-end. Non mais juste pour avoir votre avis là-dessus.
Après, bon, il menace un petit peu Blanquer, mais c'est pas trop le sujet. Il parle de liste communautaire. Et moi, c'est le sujet que j'ai envie d'invoquer avec vous. Il y a un parti qui s'appelle l'UMDF qui va présenter... Oui, excuse-moi. Les démocrates musulmans de France. Excuse-moi. C'est vrai que Toi, quand les articles viennent du Figaro, tu laisses rien passer. Hein. Et c'est Céline Spina, voilà exactement, qui a fait cet article. Très courageuse si tu veux. Non, mais juste pour avoir votre retour, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il est possible, est-ce que c'est possible, est-ce que vous êtes pour ou contre ces listes communautaires et des partis musulmans ? Alors juste un mot sur la séquence qu'on vient de voir. D'abord, je pense que ce qui est agaçant, surtout au-delà des menaces qui sont juste un comportement de voyou, ce qui est agaçant, c'est que seulement des menaces qui lui profèrent. Il lui dit de ne pas mettre les pieds dans le 93, c'est pas il ne menace pas, il le prévient. Au-delà de ça, je voulais pas en parler. Au-delà de ça, ce qui est affligeant, c'est qu'il ne fait pas l'effort de reconnaître que Jean-Michel Blanquer, peut-être plus encore que ses prédécesseurs, a fait justement beaucoup pour les classes classées REP, etc., pour justement les écoles des cités, qu'il a dédoublé les classes de CP dans ces écoles-là, qu'il a fait ce qu'il a pu. Ouais, donc qui a fait plus que les autres quand même, ce qu'il a pu pour bon, que dans ces d'accord. Il y a des efforts qui soient faits. Au-delà de ça, sur la question dont on est en train de parler sur les listes communautaristes musulmanes, encore une fois, le débat n'est pas seulement est-ce qu'il faut les interdire ou pas, c'est déjà est-ce que c'est acceptable moralement. Après, on il y a bien des listes, Alors, dans l'article de Céline Pina, ce qu'elle remet en cause, c'est justement, oui, mais bon, on peut accepter qu'il y ait des listes qui, en France, ne s'adressent que à une clientèle musulmane, et d'autant plus, et c'est là que je trouve qu'elles ont une responsabilité morale qui est consternante, d'autant plus le principal discours consiste à s'adresser à des électeurs musulmans en disant vous êtes stigmatisés, donc on va s'occuper de vous. Je crois que c'est ce qu'on fait, je crois que le FN le fait directement aussi avec les Français de souche, que les chrétiens, il dit voilà, vous êtes stigmatisés. Il n'y a pas que des Français de souche qui ne savent pas ce que ça veut dire Français de souche. Garen, il va nous expliquer les musulmans et qu'on va leur dire les autres, les médias, les politiques, les élites, etc., vous considèrent comme une race inférieure, ils vous victimisent, etc. Évidemment que la colère monte dans le monde musulman en France, mais est-ce que c'est ça ce discours ? Attends, ça vient mettre je suis désolé, Paul, je suis désolé. Quand tu dis, ça vient créer un discours, un sentiment de victimisation. Mais c'est ce qu'on fait de l'autre côté aussi. Mais tu ne peux pas nier les faits. C'est-à-dire que quand on dit les musulmans sont victimisés en France, non mais attends. Je considère pas qu'en France. Il y a une différence. Non mais je considère pas qu'en France. Toi tu prends la victimisation factuelle, c'est-à-dire que tu vas prendre une victimisation qui va battre un musulman ou qui va faire un attentat. Mais est-ce que tu penses que moralement et psychologiquement, le fait d'entendre, est-ce que tu pourrais te mettre 2 secondes, je sais pas si tu vas y arriver, dans la peau d'un musulman ? Est-ce que tu peux ? Et est-ce que tu peux t'asseoir dans ton salon avec tes parents 2 secondes et te mettre face à BFM ou CNews et essayer de comprendre comment est-ce qu'ils peuvent recevoir ce message ? Maintenant, je suis pas en train de te dire qu'il faut pas débattre, qu'il faut pas mais quand on promeut Zemmour et qu'on ferme la gueule à Bellatar, c'est normal qu'à un moment les musulmans se posent des questions et reçoivent mal le message. Que tout le monde a intérêt à ce qu'on passe à un débat suivant parce que c'est fini, on n'en peut plus, ça fait 10 jours qu'on en parle et vraiment tout le monde est excédé. Mais renforcer dans la population musulmane un sentiment de victimisation, ça fait que rajouter l'huile sur le feu parce qu'on va continuer à en parler. Vous allez avoir Bellatar qui va venir en remettre une couche et puis derrière vous allez avoir Éric Ciotti qui va répondre à Bellatar et puis vous allez avoir un autre qui va répondre à Ciotti, etc. Regarde, il faut sortir de la spirale victimaire. Paul, c'est comme si ce soir je t'asseyais ici, on défonce le Figaro pendant 1h30, t'as pas le droit de parler. Non mais c'est juste c'est juste que pour que tu intègres c'est juste pour que tu intègres la réception du message qui parfois peut être un petit peu compliqué. L'islam quand même dans un pays où il y a des centaines de personnes qui sont mortes au nom de Allah Akbar, cette fois-ci je l'ai bien dit, depuis quelques années, c'est normal qu'on en parle de l'islam. Fatima, le simple fait de le faire, c'est pas discriminer les musulmans, c'est parler de l'islam politique. La première chose que je tiens vraiment à dire, c'est que les conséquences, c'est pas juste d'être en face de sa télévision et voilà. Donc en tant qu'association qui font des permanences, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de femmes qui se font... Il y a des musulmans qui se font casser la gueule parce qu'ils sont musulmans. Non, mais psychologiquement, mais c'est des vikings, les conservateurs à droite là. Il y a beaucoup de femmes qui vivent dans l'espace public des injures, des harcèlements. On a souvent l'impression que le harcèlement c'est quelque chose qui est déconnecté d'une agression physique.
les conséquences post-traumatiques, des harcèlements, des insultes dans la rue par monsieur et madame tout le monde, et c'est pour ça qu'il y a des jours d'ITT pour ça et que des médecins les prescrivent. C'est des personnes qui n'arrivent plus à dormir normalement, qui n'arrivent plus à manger normalement, et ça, les conséquences physiques sur la santé, non, mais le ça, il faut s'en rendre compte, hein, ça pour de vrai. Existe. La deuxième chose que je voudrais dire par rapport à Blanquer. Moi, ce qui me gêne en tant que ministre, c'est que quand même... Tu es ministre. Bravo. En tant que ministre, lui, pardon. C'est que quand on est membre d'un gouvernement, ce que j'ai pas trouvé normal dans son émission par rapport à BFM, c'est même pas qu'il a dit ça. C'est même pas qu'il a dit ça. C'est qu'il a dit, elles ont le droit... Elle veut faire pipi. Tu veux l'accompagner, Paul? Il a pas dit non, il a pas dit... Blanquer a dit, elles ont les droits, mais j'incite, on est bien d'accord, c'est ce qu'il a dit à Pauline de Malherbe, localement les professeurs à leur dire que ce n'est pas souhaitable. Mais tant mieux. C'est-à-dire que je peux vous dire, il a le droit d'avoir son vous n'avez pas dire le contraire, vous n'avez pas dire que le voile est souhaitable quand même. Non, si je puis me permettre. Pourquoi pas? Et pourquoi pas? Tu vas le dire là dans ton micro, t'es capable de juste, est-ce que je peux terminer s'il vous plaît? Bien sûr. Dire que le voile est souhaitable dans une société. Non mais attends, en fait, je puis me permettre. C'est pas écoute Paul, je vais te dire une chose. Quand on dit que le voile est souhaitable, on peut pas dire autre chose. Mais bien sûr que non. Mais pourquoi c'est la liberté si une femme a envie de porter le voile? Pourquoi ce serait pas souhaitable? Les différences entre c'est la liberté et c'est souhaitable. Tu ne peux pas dire. Oui, elle va parler. Tu ne peux pas dire qu'il est souhaitable ou qu'il est pas souhaitable. Chacun va décider pour lui-même. Vas-y Fatima, continue. Ce que j'ai cité, c'était une autre citation. Me fais pas la gueule, s'il te plaît. Qu'il incitait finalement les profs à ne pas faire respecter la loi et les désinciter sur place. Ce qui se passe dans la plupart des réunions profs-parents, c'est que déjà c'est une galère pour amener des parents à s'intéresser un peu à leur scolarité. Très souvent, il y a 2 pelés, 3 tons de loup, je sais pas comment on dit, dans ces réunions. Et la grande majorité des interlocuteurs, c'est des interlocutrices, c'est des mères, dont certaines sont voilées. Et c'est souvent dans ces réunions qu'on leur dit, écoutez, on n'a pas assez de personnel pour faire la sortie du cimetière militaire 14, est-ce que vous pouvez venir avec nous? Oui, totalement. je veux bien le faire. Parce que personne ne s'est posé cette question. C'est dans ces situations et dans cette implication citoyenne des femmes qu'on est en train de les désengager, et c'est pas normal. Et la dernière chose par rapport aux listes dites communautaires, de toute manière, dans la tradition française, syndicale, politique, il y a toujours eu des organisations à culture religieuse. Il y a eu les syndicalistes protestants, il y a eu le parti de Christine Boutin, je ne sais plus comment il s'appelle. Oui, chrétien. Ça ne veut pas dire qu'il s'adresse le parti des cousins, je crois. À la différence de l'Union des démocrates musulmans de France, c'est pas s'adresse des musulmans. Tu peux pas parler à leur place. Je pense que les partis, ce sont des organisations qui représentent, et je ne vois pas, tant qu'il n'y a pas des choses qui sont répréhensibles par la loi dans leur programme, je ne vois pas pourquoi il faut frustrer. Tu sais, t'as Figaro qui les défonce. Des organisations politiques de cette identité. Et tu as Libé qui est pas forcément contre. C'est toujours pareil. C'est une histoire d'interprétation. Ce que je veux, la dernière question. Et les gars, vous allez répondre en un mot. Très rapidement. J'ai pas parlé de Bellata encore. Je sais, c'est fini. Hein. On se reverra la semaine prochaine. Viens, de toute façon, on dit au revoir. Tu peux revenir, Inès. Inès, oui, vous le savez. Et Paul est resté. Il a réussi à. Regardez ce. Rapidement, dernière question à tout le monde. Est-ce que vous pensez qu'il y a trop de musulmans en France? Je veux ta réponse. Oui ou non? Il n'y a pas de. Je peux pas répondre à cette question. Tu n'as pas les couilles de répondre à cette question. C'est différent. J'ai pas envie de me prendre une fatwa. Inès. Non. Tu penses que ça va? Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui on voit beaucoup trop de musulmans ou d'arabes, ou pour toi ça va, c'est encore acceptable? Pour moi ça va, c'est encore acceptable. Pour toi, Paul? Je sais pas si on a trop, mais en tout cas il pose problème aujourd'hui. Dis tout. Mais c'est une question qui ne se pose pas en fait, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient arabes, on s'en fout en fait. Non, mais il faut savoir qu'en France ils sont apparemment entre 4 et 8 millions sur 66 millions. Ouais, bon, normalement, on ne devrait pas savoir. Voilà, exactement. Mais voilà, c'est pas... Voilà. Est-ce que tu penses que l'islam est trop visible en France? Pas du tout. En France, c'est la liberté de croire ou de ne pas croire. Et la question... Je trouve ça paradoxal de dire que... on vote pour des partis d'extrême droite parce qu'il y a trop de musulmans, alors qu'il y a plein de villes et de communes qui sont pas du tout des terres d'immigration où il n'y a pas un arabe, où plein de gens votent Rassemblement National. Oui, parce qu'ils veulent pas les voir arriver. Il faut rappeler, c'est quand même que sur ces 4 à 6 millions... C'est incroyable. Mais tu sais que... Attends, mais tu sais que le pire... Hein, bien sûr que c'est ça, mais c'est vraiment ça. Mais de toute façon, c'est dans les endroits... C'est dans les enquêtes, c'est ça. C'est dans les endroits où il n'y a pas de noirs, où il n'y a pas d'arabes, que les gens sont le plus racistes. Et si vous baladez dans la rue, je suis pas sûre que vous puissiez deviner qui est musulman et qui est... Mais sur ces 4
4 à 6 millions, vous en avez à peu près 30%. C'est le chiffre de Pardon l'Institut Montaigne, à peu près 30% qui ne se reconnaissent pas dans les valeurs de la République. Et ce chiffre-là, il pose problème. Et il n'y en aurait qu'un seul qui, au nom de sa religion, refuse les valeurs de la République. Ça poserait quand même problème. Ma mère aurait répondu ça. Elle aurait dit bah oui, la parole de Dieu c'est plus important que la loi. Et jamais elle ne transgresserait la loi. Allez, on termine là-dessus. Très belle citation de la mère de. Merci maman de Fatima. Marie Zetzenbosque. Voilà. Les amis, merci pour ce débat, c'est incroyable. On a parlé pendant 1h30. Le temps il est passé tellement vite. Très très vite. On a pu parler. Enfin, on a parlé de rien. Bon, en tout cas, merci Paul. Avec les Kurdes. Paul Sugy du Figaro, merci beaucoup. Inès Bella de Instagram, merci beaucoup. Moi aussi, hein, je suis d'Instagram. Garen, merci. Fatima, merci. Bon courage pour tes luttes futures. Et puis on se revoit très bientôt. Aïk, merci mon pote. Et Guitou, continue à nous faire rire. Merci beaucoup. C'était Salade Tomate. Yes. Et n'oubliez pas, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Ciao les gars. Salade Tomate Oignon, l'émission qui découpe l'actu. Présentée par Camille Abderrahmane.